Alors, nous allons directement commencer à la première question, pour faire un peu un état des lieux de la justice belge et un peu poser le cadre. Alors, la première question, quels sont les problèmes auxquels la justice fait face et quelles sont les solutions? Est-ce que ces problèmes pourraient être résolus par l'intelligence artificielle? Alors, Jean-Pierre Boyle, déjà, quels sont pour vous les problèmes auxquels la justice fait face? Est-ce que pour vous, cette période de crise sanitaire du Covid-19 accentue les problèmes auxquels la justice fait face? Et pensez-vous que la technologie de ces dernières semaines aura contribué à faire progresser la justice à ce niveau-là? En ce qui concerne la justice, ça fait ressortir des grandes inégalités des acteurs de justice. Le barreau, si je parle d'une chose que je connais, a fait apparaître des grandes inégalités de ceux qui étaient préparés grâce aux technologies, à leur organisation, à leur management, et ceux, souvent les petits ou les petites structures qui sont confrontées à de réels soucis. Une enquête réalisée par le Conseil national des barreaux en France, qui est sortie la semaine dernière, montre que 40% des avocats en France, qui sont quand même 60 000 au total, 40% sont en difficulté. Nous avons sorti aujourd'hui l'enquête réalisée par avocat.be et les chiffres vont dans le même sens. Les petites structures, les familialistes, les pénalistes sont en très grande difficulté, ont dû faire appel aux aides d'État, au régime des passerelles. Et donc, on est face à un vrai problème humain d'une part et un problème économique. Si j'en viens à l'organisation de la justice, je pense que chacun a fait ce qu'il a cru devoir faire et chacun a fait son meilleur et son possible. Il n'y a pas de procès de la généralité en se disant tout ça a dysfonctionné. Mais nous sommes face à un pouvoir qui est le pouvoir judiciaire. C'est pas n'importe quoi. J'ai vu que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ont continué à fonctionner, ils se sont adaptés. Moi, je peux vous assurer que dans les matières que je fais, j'ai continué à travailler tous les jours, et nos équipes aussi, en grande partie en télétravail, mais pas tout le monde. On a travaillé au cabinet. Le ministre de la Justice nous avait annoncé on va garder les audiences qui sont urgentes, les référés, les détenus, les saisies, et le reste, on pourra utiliser la vidéoconférence. Eh bien, je connais personne. Moi, on est une cinquantaine au cabinet, à Bruxelles, à Charleroi et à Anvers. Personne n'a eu l'occasion de faire une vidéo plaidoirie. Je me suis renseigné dans mon entourage. J'ai entendu des Flamands qui avaient eu cette chance-là du côté francophone. J'ai entendu personne qui a pu avoir la chance de plaider. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus de nouvelle affaire qui est introduite. Les affaires ont été renvoyées au rôle pour la plupart. On a pu continuer à déposer des requêtes et des conclusions. Ça a été fait grâce à la technologie à laquelle le barreau s'est associé. Par contre, au niveau de la réception des jugements, il y a très peu de juridictions qui fonctionnent et qui permettent de recevoir des jugements. La plupart, on n'a pas reçu, bien c'est arrivé par la poste avec le retour des dossiers dans des délais très longs. Donc, on ne peut pas dire que ça a vraiment bien fonctionné. La justice a déjà un retard qui est quand même assez important, qui est dû, vous le savez, à une insuffisance de cadre. On ne va pas revenir avec tout ce débat que vous connaissez et qui nous fait très mal. Avocat.be a fait condamner l'État belge pour cette insuffisance de cadre et nous avons pour le moment suspendu l'exécution du jugement avec les astreintes en attendant de revenir à des jours meilleurs, mais on a une décision de justice qui condamne l'État belge. Et donc, c'est vrai que la désorganisation de la justice pendant cette période du Covid, et je ne dis pas que c'est chez tout le monde, il y en a qui ont continué à fonctionner, mais pour la majorité, il y a eu un souci que je ne vois pas d'un bon œil au niveau du rattrapage dans les jours qui viennent. Le barreau a proposé aux magistrats de décourter les vacances judiciaires. Vous savez que la Belgique, on arrête, enfin quand je dis on arrête, on fait moins de choses pendant le mois de juillet et le mois d'août, on se réserve uniquement les urgences. Mais généralement, on ne plaide pas pendant ces 2 mois-là. Sur les 27 États membres de l'Union européenne, la Belgique est un des rares pays qui a maintenu ses vacances judiciaires. On a proposé soit d'aller jusqu'au 17 juillet, donc de grappiller 15 jours,
soit de recommencer le 17 août. Eh bien, on nous a dit non, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que tout est organisé et ça va être très compliqué de réorganiser le tout. Alors que si on avait les technologies, si on avait l'intelligence artificielle pour le management, l'organisation, ben on pourrait le faire. Je ne dis pas qu'il faut refaire des audiences et plaider, mais redistribuer le travail, faire des audiences de vérification, essayer de réorganiser ce retard-là. Ça aurait été une idée de le faire pendant quelque temps, pendant les vacances judiciaires. Et pour le moment, on a une fin de non-recevoir. Ça nous attriste beaucoup. Voilà un premier tour d'horizon. Donc, il est positif sur les hommes et les femmes. Il est moins positif sur le management de l'organisation. Manuela Cadelli, vous avez dit « C'est important dans une démocratie d'avoir une justice efficace et accessible à tous ». Alors, est-ce que justement cette inefficacité et cette inaccessibilité sont pour vous les deux plus grands problèmes auxquels la justice fait face? Cette crise du coronavirus a révélé une crise identitaire de la justice belge qui pâtissait d'une crise culturelle. Nous avons un problème culturel dans la justice. Nous manquons de formation par rapport à nos fondamentaux, par rapport aux constitutions, aux droits de l'homme, aux traités internationaux, etc. Nous n'avons pas les réflexes exercés comme des muscles pour aller chercher ces sources-là et questionner chaque dossier par rapport à ces sources-là. Donc, il y a un problème, j'ai envie de dire, il y a un complexe de la justice belge, un complexe d'infériorité par rapport aux deux autres pouvoirs, complexe culturel, il y a un complexe de management, il y a un grave problème de management et on l'a vu comme une photo qui devient très très nette dans cette séquence. Il n'y a par exemple pas de représentants, il n'y a pas une institution qui représente la justice. Vous avez le CSJ, l'IFJ, les collèges, la Cour de cassation, vous avez le Conseil constitutionnel, et en fait personne n'est habile à prendre contact, à nouer une relation dans une période de crise avec le monde politique au nom de la justice ou avec la société civile, d'envoyer un message. Et donc, effectivement, il y a eu beaucoup je crois, de moments très dommageables politiquement. J'ai écrit avec Jacques Anglebert une carte blanche dans le soir qui s'appelait « Plaider, siéger, servir, la justice ne se confine pas ». Je prétends que les gens qui ont prétendu nous représenter se sont totalement trompés de paradigme. On a confiné, sauf exception. On devait fonctionner, sauf exception. Quitte à fonctionner sur une base volontaire, avec des gens qui disaient « Moi, je suis sidéré par la peur, je ne pourrais pas mettre un pied au palais ». Donc, il fallait évidemment à ce moment-là faire preuve de créativité, d'énergie, de détermination et de courage politique, et c'est ce que j'ai dit dans la carte blanche. Nous avons depuis 2012 un guide de déontologie qui ne dit pas son nom, mais enfin un guide qui fait recommandation aux magistrats de faire preuve de courage face aux défis des temps en 2012. Donc on s'en est beaucoup servi pour exercer notre liberté d'expression. On devait, moi j'ai été à plusieurs reprises dans une grande surface, je dois vous dire que j'avais honte par rapport aux caissières. J'avais honte par rapport aux caissières, et vous observerez, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, que les caissiers et les gens pour qui on avait en tête depuis plusieurs années de les remplacer par des machines, les caissiers du Delhaize n'ont pas demandé à ce que les clients soient automatiquement dirigés vers les scanners. Ils étaient au poste, et on ouvrait plutôt les caisses, peut-être même plus que d'habitude. Donc ça veut peut-être dire quelque chose. Donc, je trouve que cette séquence a révélé une grave crise, outre la crise des moyens que nous avons dénoncée, Jean-Pierre l'a dit, il n'y a pas lieu d'y revenir, on le sait. On est aussi un des États qui budgétise le moins sa justice démocratique étatique. Alors, est-ce que, je vérifie que c'est dommage, on a parlé de cette décision du 13 mars 2020 où l'État est condamné à remplir les cadres et à respecter le code judiciaire. J'ai trouvé extrêmement, ça m'a vraiment peiné que ce soit avocat.be qui ait fait l'action. Je dois dire qu'on avait fait un midi de l'ASM
en 2015, et on avait évalué tous les recours possibles, notamment un recours au Conseil d'État qui avait ma préférence, soit, mais aucun chef de corps, j'ai interpellé à plusieurs reprises, 2015, 2016, 2017, les chefs de corps disaient, nous avons les moyens judiciaires ou techniques à un moment de marquer la limite aux politiques. Ça n'a jamais eu lieu, c'est avocat.be qui a dû le faire à la fin de 2019. C'est extrêmement dommageable. Alors, on peut entrer dans la question de savoir si l'intelligence artificielle va pouvoir pallier les dysfonctionnements que nous dénonçons. J'ai pas malheureusement pu lire votre dernier article, Maître Boyle, Monsieur le Bâtonnier et Maître Monsieur Van Der. J'ai lu celui-ci en son temps, je l'ai reparcouru. J'ai vu. L'intelligence artificielle est évidemment, d'abord, nous manquons de tout, y compris d'informatisation. Hein. On est le stade basique, nous n'avons pas les bases. Quant à la numérisation, nous l'avons que de manière très imparfaite, et en effet, je crois qu'il est temps d'être paperless et de numériser, que ce soit les procédures. La plupart des procédures pourraient être faites sans déplacement physique et sans papier. Évidemment, et ça c'est la modernité vertueuse, celle qui est vraiment l'outil qui vient fluidifier le travail, le rendre moins cher, plus accessible, et la numérisation des sources, y compris, pourquoi pas les open data. Je suis pas opposée aux open data. Quand on prend une revue scientifique en main, si je prends la revue de droit bancaire, je sais bien que elle est orientée. Il y a une doctrine derrière, une liberté éditoriale. Quand je prends Le Monde ou que je prends Libération, c'est la même chose. En fait, l'open data, c'est quelque chose que nous connaissons depuis toujours. Là où j'ai un blocage total, et je m'en expliquerai au point 2, c'est par rapport à la suppression de l'audience et par rapport à la robotisation de la justice. On prend toujours l'exemple de l'excès de vitesse. Je suis pas loin de considérer, mais vous allez dire que je suis une grande romantique, une vieille réac, que l'excès de vitesse, eh bien, ma foi, mérite aussi, parce que l'intelligence artificielle fait souvent l'impasse sur l'amont, sur le pourquoi, sur les antécédents. Et je crois que je vois pas dans quel dossier on peut se passer du contexte, en fait. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit sur ce point. Je voulais ajouter, mais je ne sais pas si j'ai encore le temps, encore une minute. Quand on parle de révolution, quand on parle de crise, quand on parle de bouleversement, de modernisation d'une institution, demandons-nous d'abord à quelle institution nous avons affaire. La justice, ça n'est pas un parastat. Ça, c'est pas la STIB, c'est même pas la RTBF. La justice, c'est à la fois d'abord un besoin humain. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a souffert, parfois dans sa chair, d'une injustice et qui veut saisir un juge, on le sait, qui est pour le moment assez inaccessible financièrement à plein de niveaux. Ne parlons même pas du Covid, qui est un scandale démocratique. La justice confinée est à cet égard un scandale démocratique, puisque la séquence du Covid charrie bien mieux, bien plus encore que précédemment, une série d'injustices et de rapports de force nouveaux, de rapports de domination. Donc le juge devait vraiment être comme le soignant, au poste, aux urgences. Donc c'est d'abord ça, c'est d'abord un besoin auquel doit correspondre une éthique et une écoute. Vous employez le mot écoute dans votre article sur la robotisation de la justice, c'est extrêmement important. C'est ensuite un service public qui est en somme la somme de tous ces besoins qui sont rencontrés ou pas, mais qui somme des besoins qui sont transcendés parce que la somme de tous ces besoins, s'ils sont rencontrés, est un facteur de pacification sociale, donc c'est un service public démocratique en soi, qui évince l'idée de vengeance, etc., et qui questionne par une institution contraignante chaque rapport de force qui lui est soumis, quitte à le valider sur une base factuelle et une base juridique. Et enfin, c'est un pouvoir constitué. C'est un des trois pouvoirs, c'est un garant de la disputation publique, c'est le contre-pouvoir par excellence. Avec la presse, n'était que la presse est moins contraignante, elle peut l'être, elle peut même l'être davantage. Donc quand on parle de bouleversement, de crise et de révolution numérique, de grâce, n'oublions pas à quelle institution nous avons affaire. Alors, Adrien Van Branden, vous plaidez de votre livre de ne pas seulement améliorer la qualité de la justice, mais vous parlez aussi de la survie d'une justice étatique. Alors, quels sont les problèmes auxquels la justice fait face qui mettent en danger cette prérogative que détient l'État envers la compétence de la justice, et est-ce que l'intelligence artificielle peut être une piste face à ces problèmes? Moi, je dirais que force est de constater qu'il y a un véritable décalage aujourd'hui entre les attentes des citoyens
et la réalité de la justice aujourd'hui. Parce que les citoyens sont habitués aujourd'hui à un service en ligne, rapide, abordable financièrement et de bonne qualité. Or, la justice semble être un peu aux antipodes de ce service-là, puisque, comme vous le savez, elle est majoritairement en papier, elle est lente, elle coûte cher et la qualité des jugements est assez aléatoire. Et moi, ma thèse, dans l'essai que j'ai écrit l'année passée, c'est de dire que ce décalage, qui est grandissant, risque de détourner les justiciables des cours et tribunaux, ceux-ci préférant recourir à des plateformes privées de résolution des litiges, ou pire, ne plus demander justice du tout, faute de temps ou d'argent. Et donc, si nous voulons sauver la justice de sa lente privatisation, voire de son autodestruction, in fine, donc si nous voulons maintenir un service public de la justice, mais il faut rendre son fonctionnement plus efficient et plus en ligne avec les nouveaux besoins du XXIe siècle. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver, c'est d'apporter la technologie dans les cours et tribunaux, et en ce compris l'intelligence artificielle, mais pas que. Donc, justement, comment est-ce que concrètement la technologie pourrait aider? Et ça, je rejoins Madame Cadelli qui a évoqué quelques solutions qui ne sont pas liées à l'intelligence artificielle, mais qui sont un début de solutions. Je dirais que la première étape, c'est simplement de rendre la jurisprudence disponible en open data. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, on estime à 35 millions de décisions rendues en Belgique depuis la Seconde Guerre mondiale. Or, combien est-ce qu'il y a de ces jugements qui sont librement accessibles en ligne? Il n'y en a que 150 000, c'est-à-dire 0,5% de la jurisprudence. Et donc, c'est sur cette base jurisprudentielle biaisée et réduite que la jurisprudence se fait tous les jours dans les tribunaux. Et donc, toute cette perte potentielle, est-ce normal dans un État démocratique? Et est-ce normal que les juges ne puissent se baser que sur cette jurisprudence-là? Et aussi, est-ce normal qu'on réduise la possibilité d'un réel contrôle démocratique sur les jugements? Donc, il y a ce premier gros souci de l'open data. Et ça, le législateur en a pris conscience puisqu'il a pris une loi l'année passée pour que d'ici 2020, septembre 2020, toutes les décisions de justice soient rendues en open data de manière anonyme. Mais moi, j'ai toujours pas vu l'arrêté d'exécution, j'ai toujours pas vu de plan. C'est reporté avec le Covid. Voilà. Ah ben, ouais, ben, le Covid vient à la rescousse alors, parce que je pense pas qu'il y avait beaucoup de travail avant. Mais, il vient habiller la... oui, voilà, exactement. Mais donc, en tout cas, il y a une prise de conscience, mais on attend de voir l'exécution. Et puis deuxièmement, et je pense que on en a on en a l'illustration aujourd'hui. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de friction dans l'expérience quotidienne de la justice pour les justiciables, mais également pour les professionnels du droit. Je pense que nous, en tant qu'avocats, et Martin, je ne sais pas si c'est la même chose au tribunal de Namur, mais moi, je me souviens d'une anecdote assez sympathique où je devais interjeter appel d'un jugement devant la cour d'appel de Bruxelles. Et c'est évidemment le dernier jour du délai. Il faut déposer du coup une requête papier au greffe du tribunal. Et je m'étais dit, tiens, je vais une demi-heure avant la fermeture des tribunaux, 15h30, je suis large. Et j'arrive au greffe et j'arrive avec mes 4 exemplaires parce qu'il en faut une par partie. Et là, on me dit, non, mais monsieur, cher maître, il nous faut un 5e exemplaire parce qu'il faut en plus une copie pour le greffe. Et alors, moi, je suis là avec mes 4 exemplaires et il dit, OK, mais est-ce que vous avez une imprimante, quelque chose, une photocopieuse? Il dit, ah non, il faut aller au vestiaire des stagiaires. Donc, moi, je cours au vestiaire. J'arrive devant ce pauvre monsieur qui gère le vestiaire, que tout le monde connaît bien, qui est un peu une institution au Palais de Bruxelles. Et alors, je dis, voilà, est-ce que vous pouvez imprimer? Il me dit, oui, je peux imprimer, enfin, je peux vous faire une copie, mais je n'ai pas de carte bancaire, il faut du cash. Évidemment, moi, je n'ai pas de cash, alors je cours en dehors du palais, je vais à l'ING, je récupère les 20 euros qu'il me faut pour faire la copie. Bref, juste attends 5 minutes avant le délai, j'arrive essoufflé pour déposer mon 5e exemplaire. Mais voilà, si j'étais arrivé 10 minutes plus tard, j'aurais tout simplement pas pu interjeter appel. Et enfin, vous imaginez un peu les conséquences pour le client, etc. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses à faire pour numériser cette procédure, pour pouvoir simplement pouvoir déposer certains actes en ligne. Aujourd'hui, c'est déjà le cas pour les conclusions, mais ça devrait être généralisé pour tous les dépôts, que ce soit des requêtes et toutes les communications. Et également, je pense, pouvoir digitaliser ou pouvoir permettre de rendre à distance toute une série d'audiences. Je pense aux audiences de calendrier. Ah oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est incroyable le nombre. Enfin,
le nombre d'avocats qui doivent se rendre physiquement lors d'une audience d'introduction pour déposer et acter un calendrier. Enfin, je veux dire, ça pourrait être tout à fait fait de manière électronique via les moyens dont on dispose. Les audiences de mise en état, je pense que si, on peut les tenir à distance ou en tout cas les tenir de manière électronique, et tout en gardant les audiences de plaidoirie, et là je suis bien d'accord, en face à face, parce que je pense que ça reste, c'est là où il y a la vraie plus-value du juge et de l'avocat. Donc premier aspect pour la technologie, rendre l'ensemble de la jurisprudence disponible en open data. Deuxième point, c'est la numérisation de la procédure. Et pour compléter le deuxième point, je pense que ce n'est pas simplement numériser ce qui existe déjà, mais se dire qu'on va utiliser le digital pour recentrer la procédure autour de la personne justiciable, pour la lui rendre beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus actionnable. Je m'explique, aujourd'hui, la procédure, mais bonne chance pour un justiciable de savoir ce qu'il en est, bonne chance pour lui de comprendre une citation qu'il reçoit, et bonne chance pour lui de comprendre en fait comment fonctionne tout simplement la justice. C'est devenu beaucoup trop compliqué. Et je pense que le digital a énormément de potentiel à ce niveau-là pour pouvoir simplifier et rendre et donner beaucoup plus d'empathie en fait à cette procédure qui est très très difficile à comprendre pour le justiciable. Et alors enfin, une fois qu'on aura mis ces deux briques essentielles, mais on pourrait penser à effectivement utiliser de l'intelligence artificielle. Et là, on peut l'utiliser dans deux cas, soit pour permettre, en fait, pour offrir en fait une assistance au juge, puisque l'intelligence artificielle permet dans un premier temps l'analyse des jugements et rendre intelligible toute une série de masses de données judiciaires. Et ça pourrait être super utile pour le juge, mais également pour l'avocat. Et deux, et c'est là, à mon avis, avec Madame Cadelli, on ne sera pas d'accord, c'est de pouvoir automatiser complètement certains litiges, c'est-à-dire vraiment extraire, vraiment confier certains litiges à un juge robot, à un algorithme, sous réserve de certains garde-fous que je vais pouvoir évidemment détailler plus avant. Mais cette automatisation ne concernerait évidemment qu'une partie très limitée de litiges. En fait, tous les litiges où une certaine conception de la justice, qu'on appelle la conception distributive, intervient. Et ce sont essentiellement donc des décisions qui aboutissent à un délai, un montant ou une amende, comme les amendes pour l'excès de vitesse, mais toute une série d'autres infractions routières également, des créances incontestées, des pensions alimentaires. Tout ce contentieux-là qui représente un volume important et une répétitivité pourrait être automatisé et désengorger les tribunaux grâce à l'application de l'intelligence artificielle. Mais vous voyez bien que c'est vraiment la dernière brique qu'on vient mettre pour compléter, si vous voulez, le cycle d'une justice robotisée. Mais avant cela, il y a toute une série de choses à mettre en place et auxquelles on ferait bien de s'atteler dès aujourd'hui. Avant de passer à la deuxième question, Adrien Van den Branden, je propose qu'effectivement ce que vous venez d'aborder puisse constituer une partie de votre intervention sur la deuxième question et que Madame Cadelli réponde ensuite, après vous avoir entendu, et Monsieur Jean-Pierre Beuil, parce qu'à mon avis, effectivement, elle aura des choses à en dire et beaucoup se pose aussi sur la manière dont on peut mettre en œuvre, évidemment, cette intelligence artificielle. Je voudrais simplement rappeler dans un premier temps que vous avez donc l'outil menti.com dont le code a été de manière erronée par mon collègue mis dans l'onglet discussion et depuis il a été corrigé. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur cette application en ligne, simplement de cliquer sur le lien et d'encoder les 6 chiffres corrigés donc pour pouvoir éventuellement participer au sondage. Le premier sondage est toujours en ligne et il y en aura d'autres au fur et à mesure de la discussion. Ça c'est pour la première précision. La deuxième, c'est que éventuellement pour ceux qui le souhaiteraient, il reste la possibilité par après de poser des questions directement aux intervenants et donc n'hésitez pas forcément à rester jusqu'au bout pour le faire. Il y aura un temps pour le faire. Ces précisions étant faites, je me permets de revenir de passer à la deuxième question qu'on a commencé à aborder avec Adrien Van den Branden. Cette question est donc de savoir dans quelle mesure l'intelligence artificielle ne risque pas de déshumaniser la justice et de porter atteinte aux droits fondamentaux. Là-dessus, on a déjà eu un premier
une première esquisse fonction dans quelles affaires et jusqu'où, mais je propose que Jean-Pierre Boyle éventuellement nous donne son avis sur cette question de l'intelligence artificielle mise comme en relation avec le respect des droits fondamentaux qui sont forcément inévitables. Alors, je crois que, comme Balzac, quelque part, l'intelligence artificielle est un excitant moderne au même titre que les drogues, que le thé, que le café, que le tabac. C'est un côté boostant, c'est un vecteur de progrès et les États modernes qui ont développé l'intelligence artificielle ont vu leur PIB augmenter de l'ordre de 10 à 25%. Donc, surtout en période de crise, ce n'est pas anodin d'aborder le sujet dont on parle de manière générale et de l'appliquer à la justice en particulier. Mais je crois aussi que comme tout excitant moderne, c'est du venin. Il y a quelque part un risque de devenir à un moment donné une espèce d'un animal domestique, d'un robot que nous ne maîtriserons plus et qui sera plus intelligent que nous. Et donc derrière la question que vous mettez sur la table, il y a une réelle question de responsabilité de valeur et de responsabilité éthique. Et nous, les acteurs de justice, vous les étudiants, nous devons absolument être présents au cœur de ce débat. Je suis frappé actuellement de voir que le débat dont on parle, l'intelligence artificielle, dans son volet application à la prédictivité de la justice et donc aux banques de données, le monde judiciaire, ça fait des années qu'on le demande, de se mettre autour de la table, tous les acteurs réunis, et en ce compris les universités, pour se mettre d'accord sur les règles du jeu. À qui appartiennent ces banques de données, qui y aura accès, qui va gérer ces banques de données, est-ce qu'on va confier ça à des éditeurs, est-ce qu'on va confier ça à des banques, est-ce qu'on va confier ça aux assurances protection juridique, qui ne sont pas neutres et dont les algorithmes qui vont être choisis ne seront peut-être pas transparents ou seront à sens unique et ne vont peut-être pas participer au travail de justice qui est de rétablir d'une certaine manière une forme d'égalité. Et donc je plaide pour que les acteurs de justice se mettent d'accord là-dessus. Le ministre de la Justice avait délégué cela à l'Institut de formation judiciaire il y a déjà 4 ans, 5 ans. On ne peut pas dire que le travail soit très avancé. Le Conseil supérieur de la justice a pris une initiative il y a 2 ans de réunir non seulement les acteurs de justice, mais aussi les professions liées, les professionnels du chiffre, les banquiers aussi, les assureurs. Il y a eu 3 réunions et très vite, on a compris que une partie de la magistrature souhaitait se réserver le monopole de cette réflexion. Personnellement, je le regrette parce que c'est un sujet qui appartient à la cité et s'il y a 1000 ou 1500 magistrats en Belgique, il y a 18 000 avocats et il y a quand même d'autres acteurs. Et donc, je pense que c'est un vrai sujet de société, un vrai sujet où nous devons rechercher un consensus. Nous devons absolument nous préoccuper de ces algorithmes et de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans cette banque de données. Est-ce qu'on met tous les jugements? Un jugement de remise, un jugement sur des intérêts? Est-ce qu'on sélectionne les jugements? Ça me frappe aujourd'hui de voir qu'à part le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle, il n'y a pas d'obligation de publier les jugements. Même la Cour de cassation, il n'y a pas une loi qui oblige la Cour de cassation à publier, à rendre public tous ces arrêts. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette banque de données? Quels sont les jugements? Est-ce qu'il y a un consensus pour les anonymiser, les pseudonymiser? Et qu'est-ce que ça veut dire anonymiser? Est-ce qu'on enlève les noms uniquement? Ou est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on enlève le nom des magistrats pour éviter du shopping? Est-ce qu'on enlève le nom des avocats? Est-ce qu'on enlève dans les décisions tout élément objectif qui permettrait de reconnaître une partie? Un numéro de compte en banque, une plaque minéralogique, un portefeuille de gestion de fortune. Il y a une vraie réflexion là-dessus. Et pour toucher le sujet qui fâche de l'autre sujet des juges robots,
quelles sont les garanties qu'on nous donne, qu'on veut, le minimum de respect des libertés fondamentales, sur le respect du contradictoire, sur la publicité des débats, sur l'écoute et l'aspect humain de ce qu'est le travail de rendre la justice. Il y a tout un vrai travail qui doit être fait et malheureusement, nous sommes en 2020. Je ne veux pas dire que ce travail est nulle part, mais ce travail n'est pas fait. Et je vois un ministre de la Justice qui a été très actif, qui a fait beaucoup de bonnes choses. Manuela le sait, l'accès à la justice, il a fait beaucoup de bonnes choses, même si nous ne sommes pas toujours d'accord là-dessus. Mais en tous les cas, l'aide juridique et l'assurance protection juridique, il a fait de vraies avancées. Par contre, sur le débat dont on parle, je ne peux pas dire qu'on est très avancé et je suis préoccupé, je suis inquiet sur ce que va donner les suites de la crise du Covid, où on a pris peut-être des mauvaises habitudes, procédure écrite, vidéo, plaidoirie, etc. Est-ce qu'il y aura une marche arrière? Je n'en suis pas sûr et je suis préoccupé par tout cela. Bien, je propose peut-être à Adrien Van den Branden de réagir également à cette question, peut-être en termes aussi plus pratiques, puisque vous avez travaillé vous-même sur la façon de mettre en œuvre cette intelligence artificielle, donc vous aviez commencé à le présenter. Jusqu'où pourrait-on aller pour que ça soit un outil sans que ça mette en péril certains droits fondamentaux et puis surtout le caractère humain qu'on vient encore d'aborder avec Jean-Pierre Beul de la justice et qu'elle doit avoir? Oui, donc merci pour la question. De nouveau, une question un peu en deux parties. Il y a le risque de déshumanisation d'une justice robotisée, et puis le risque qu'elle puisse porter atteinte aux droits fondamentaux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il faut savoir que, évidemment, la justice robotisée, comme toute activité humaine, implique un certain nombre de risques. Par exemple, la voiture tue 35 000 personnes par an aux États-Unis. C'est d'ailleurs le même chiffre que le coronavirus. Mais on s'est quand même dit que la voiture, c'était pratique. Et donc, on a mis en place des mesures pour limiter la survenance de ces risques. Permis de conduire, airbag, ceinture, etc. Et donc, on peut faire le parallèle avec la justice robotisée à ce niveau-là. Il y a un risque au niveau des droits fondamentaux, procès équitable, droit de la défense, etc. Mais ces risques sont maîtrisables. Et je vais essayer de reprendre ici quelques mesures qui me font penser cela. La première, c'est que d'abord, il faut faire une grande distinction entre le fait que cette intelligence artificielle va venir assister le juge ou venir le remplacer. Quand on parle de prise de décision, il est super important d'insister sur le fait que le juge robot va ne concerner que un périmètre limité de litige. En effet, il est indispensable de limiter son emprise aux seuls litiges qui font appel à la marge, à la conception distributive de la justice. Et là, un petit élément de définition, Aristote voit la justice sous deux conceptions fondamentales. La décision de justice doit être capable de résoudre un litige en faisant appel à l'application stricte de la règle de droit, ce qu'on appelle la justice réparatrice. La décision de justice doit également être capable de trancher un conflit de valeurs, comme par exemple celui entre la liberté d'expression et le droit à la dignité humaine dans un procès en diffamation, par exemple. Et cette conception, Aristote l'appelle la justice distributive. Toute décision de justice fait appel aux conceptions réparatrices et distributives. Quelle que soit son importance, une décision applique une règle de droit et tranche un conflit de valeurs. Et on peut prendre l'exemple amené par Madame Cadelli sur les amendes pour excès de vitesse. Par exemple, un justiciable conteste une amende routière pour excès de vitesse parce qu'il avait une condition particulière. Par exemple, un conducteur emmenait d'urgence sa femme enceinte à l'hôpital. Eh bien, même dans ce cas d'apparence insignifiante, et je suis totalement d'accord avec Madame Cadelli sur ce point-là, il y a un conflit de valeurs. Le juge devra trancher entre la sécurité routière, d'ordre général, et la santé de la femme, d'ordre individuel. Mais, précision importante, la conception distributive de la justice habite les jugements à des degrés divers. La conception distributive intervient à la marge pour les contestations d'amende routière pour excès de vitesse, comme ce cas-ci,
La conception distributive constitue par contre le fondement même des procès en diffamation. Et donc, moi, dans mon essai, j'aborde évidemment ça en détail, donc je fais un peu quelques raccourcis, mais si on analyse finalement tous les critères qui fondent la bonne décision de justice, la conclusion est qu'il est plus efficient de confier au juge robot les litiges qui font appel à la marge à la conception distributive. Et quelles sont ces décisions? J'ai eu l'occasion d'en parler. C'est celles qui aboutissent à une amende, un montant ou un délai. Et on peut penser aux amendes pour excès de vitesse, aux délits de fuite, aux déchéances permis de conduire, qui concernent quand même 80 000 décisions par an. Et plus loin, les pensions alimentaires, les contestations sur les procès sur des créances incontestées, certaines indemnités de licenciement, etc., etc. Et donc, s'il y avait vraiment un seul point à retenir ici de mon propos, c'est que l'application de l'intelligence artificielle n'est souhaitable que pour les litiges où il y a une application à la marge de la conception distributive, et si et seulement si c'est pour but de remplacer le juge humain. Pour tous les autres cas, l'intelligence artificielle doit se limiter à assister le juge humain quand c'est possible dans sa recherche ou dans son analyse. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Quand on parle de justice robotisée, c'est de se rendre compte que le périmètre est limité à ces litiges-là uniquement. Et même pour ces litiges-là, on ne va pas juste les automatiser sans aucun garde-fou. Il faut mettre en place des mesures pour rendre les risques aux droits fondamentaux maîtrisables. Un, il faut un recours spécial auprès du juge humain, donc sur contestation de la décision rendue par un juge robot. Deux, il faut une transparence de l'algorithme, sur sa logique sous-jacente en tout cas. Et trois, il faut un audit par un organisme indépendant représenté par la société civile et par un organisme technique qui analyse l'algorithme sous ses différents biais. Il y a des organismes spécialisés pour cela. Donc, ça, c'est pour répondre vraiment au point sur les risques sur les droits fondamentaux par la justice robotisée. Et alors, peut-être si je peux conclure sur le deuxième point, sur le risque de déshumanisation, puisque ça, c'est un point important, donc qui est différent des risques sur les droits fondamentaux. Peut-être, ça va paraître provocateur, mais finalement, lorsqu'on va devant un juge, ce n'est pas tant la personne du juge ou l'humain qu'on recherche, mais bien les critères de qualité propres à l'humain, c'est-à-dire l'écoute, l'indépendance, la faculté d'adaptation à l'ère du temps, etc., etc. Et tous ces critères-là, ils sont à mettre en perspective avec d'autres critères de qualité dans lesquels le juge robot excelle. Par exemple, l'impartialité, la cohérence, la fiabilité, et puis, au risque de déplaire à la justice, également la vitesse et le coût. Et ces critères-là, chacun y mettra finalement plus ou moins de poids par rapport à sa propre sensibilité et surtout par rapport à chaque litige. L'exemple sur les amendes routières, moi personnellement, mais ça doit être analysé par d'autres personnes, mais je mettrais peut-être plus de poids aux critères de vitesse et de coût qu'à la qualité de l'écoute du juge. Parce que moi, je préfère avoir une décision tout de suite à faible coût que d'attendre 6 mois que le juge se prononce sur ma contestation d'amende. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'aurais cette sensibilité-là, mais peut-être qu'un autre ne l'aurait pas. Mais c'est à nous, société démocratique, et en fait au Parlement, à délimiter ces différents contours. Mais vous voyez que pour chaque critère dans lequel un humain excelle, ou est le seul à pouvoir le rendre, il y a toute une série d'autres critères dans lesquels les juges robots excellent. Et il faut pouvoir, pour chacun de ces critères, et pour chaque litige, considérer tous les critères dans leur ensemble et voir en fait qui est quelle est la route la plus efficiente. Est-ce qu'on va confier tel litige au juge robot ou au contraire, est-ce qu'on va conserver tel litige aux mains du juge humain? Donc, le point important ici, c'est qu'il faut, dans le débat de la justice robotisée, conserver une vision holistique de tous les critères et ne pas se laisser convaincre par des arguments catégoriques de type « de toute façon, le robot ne pourra jamais faire preuve d'écoute », par exemple. Parce que ça, en fait, c'est considérer le litige sur un seul critère qui est celui de l'écoute et c'est oublier tous les autres qui font partie intégrante de ce qu'est la bonne décision de justice. Alors, je brûle de faire réagir Emmanuel Acadi là-dessus, mais je vais simplement rappeler aux participants, aux observateurs de
conférence, l'outil Menti. On va maintenant mettre en ligne un deuxième sondage qui concerne vraiment ce dont on vient de parler, à savoir l'utilisation des algorithmes de prédilection au niveau de la décision des juges. La question qui est posée, sur laquelle vous pouvez répondre pour ou contre, est de savoir dans quelle mesure il faut assurer un niveau de transparence lors de l'utilisation de ces algorithmes. C'est une question qui ne fait, à mon avis, que peu de débat, mais tout de même, elle mérite d'être posée. Et je vous rappelle que vous pouvez également proposer d'éventuels amendements à cette phrase directement, carrément, dans l'outil discussion d'ici de Zoom. Ça peut être aussi utile d'avoir un peu les avis de cette manière-là en direct. Mais sans plus attendre, après avoir fait ce rappel, je souhaite réagir, Manuel Acadélie, sur ce qui vient d'être dit. On a bien compris que vous étiez relativement opposé sur le principe d'un juge robot par rapport à cette mise en balance de l'humain, de l'éventuelle rentabilité selon la matière. Quel est votre avis sur cette question? Donc, je comprends ce que Maître Van den Branden vient d'expliquer et je suis pas loin d'être séduite. Je crains que ce soit la justice robotisée au pays de oui-oui. Le réel, il faut en effet éviter les jugements catégoriques, c'est le réel qui est catégorique. Je pense, d'abord, préambule, j'aime beaucoup qu'on dise qu'il y a des moments dans la justice non robotisée où l'humain excelle. Il ne faut pas se voiler la face, il y a des mauvais juges, il y a des juges qui ont des biais gros comme des maisons, et qui sont connus depuis 20 ans pour être racistes, machistes, enfin que sais-je. Et il y a des juges, même des juges qui font attention et qui ont des moments, des hauts et des bas, comme tout le monde. Donc il ne faut pas non plus sublimer l'humain contre le robot. Et en effet, l'idéal, ce serait de pouvoir dire, dans tel dossier, tel type de contentieux, le robot excellera et ce sera plus fluide et plus efficient. Et dans tel autre, on ne peut pas se passer d'un humain. Il y a des juges humains, dont certains avocats vous diront qu'on peut très bien s'en passer, des juges qui motivent en 2 lignes, que personne n'a rien compris à ce qui s'est passé, et pourtant la personne a pris 7 ans. J'ai plaisir à dire que ce débat, cette menace en somme, d'être remplacé par l'intelligence artificielle, nous lance un défi d'excellence et de sincérité. C'est-à-dire que depuis 5 ans, 6 ans, les magistrats se sont engagés dans le débat public, ils ont revendiqué le soutien de la société civile, et précisément, parmi toutes les choses qu'ils ont pu dire, ils ont pu dire, nous sommes des magistrats férus d'humanisme, à l'écoute, créatifs, nous défendons la démocratie, nous questionnons les rapports de force, etc. La question est alors de dire, eh bien, faisons-le. Je veux dire qu'au moment où il est question de nous remplacer dans certains contentieux par une intelligence artificielle, si nous prétendons exceller dans l'humain, alors excellons dans l'humain et montrons à chaque justiciable qui franchit une salle d'audience que nous sommes enfin, en effet, à l'écoute, créatifs et en questionnement par rapport à toutes les évidences. Ça, c'est une chose. Je rebondis sur ce que Jean-Pierre Doyle a dit, la technique, l'intelligence artificielle et cette drogue moderne, en fait, qui excite le consommateur. C'est une question, la question de la place de la technique, du danger de la technique, c'est une question qui est posée en réalité depuis à peu près Heidegger, Günther Anders ou d'autres qui ont travaillé autour de ce que le génocide par une voie industrielle a rendu possible grâce précisément à la technique, la bombe atomique, etc. Donc c'est une question qui reste interpellante. Je n'ai pas connaissance de ce que, depuis que la question est posée, elle avait déjà été posée par Rousseau, mais peu importe, elle se pose vraiment au moment où un type pousse sur un bouton dans un avion qui est à des kilomètres du sol, et à ce moment-là, il y a cette catastrophe que nous connaissons. Parce qu'il y a une distanciation grâce à la technique. On n'est pas en face de quelqu'un sur lequel on tire directement en le voyant s'effondrer. Donc, il y a une distance. Donc, la technique permet. Je n'ai pas connaissance depuis 75 ans qu'on ait renoncé. Quand la technique permet, je n'ai pas vu que l'homme occidental, j'ai envie de dire hétérosexuel, que l'homme occidental renonce en se disant on va peut-être s'abstenir. Et je ne vois pas qu'on va renoncer à implémenter, comme on dit, l'intelligence artificielle partout où ce sera possible. Et je crois que ça s'inscrit dans un contexte qui est tout à fait particulier, encore peut-être, oui, très particulier, qui est marqué d'abord par le néolibéralisme.
le néolibéralisme et la gestion par les chiffres. C'est ce qu'appelle le juriste spécialiste de droit du travail Alain Suppiot, qui est professeur au Collège de France, qui vient de terminer, mais qui a écrit un livre qui s'appelle « La gouvernance par les normes ». Voilà à peu près 40 ans, pour faire bref, que nous sommes gouvernés par des indicateurs et que nous sommes évalués, comparés, le ranking, le benchmarking, nous sommes évalués sur des bases chiffrées. Donc, quand on parle d'excellence de l'humain, ça a été bien raboté par nos systèmes de gestion et de gouvernance par les normes depuis 40 ans. J'ai envie de dire qu'on a déjà, le pacte faustien a déjà été signé à ce moment-là, puisque nous avons accepté d'être évalués sur une base chiffrée. Et on a montré, des gens comme Benoît Friedman à l'ULB l'ont montré, comme Antoine Garapon, puisque en France, c'est depuis 2002 que le New Management public s'applique à la justice, on a montré qu'en réalité, l'indicateur n'est pas un témoin. L'indicateur est performatif, en ce sens qu'il va, en quelque sorte, programmer l'agent et le justiciable ou le client, ou en tout cas le destinataire du service public. Et donc, parce que les gens vont se conformer à l'indicateur. Et donc, que dit Benoît Friedman et d'autres, c'est que l'indicateur devient un concurrent de la norme qui a pourtant été définie démocratiquement sur base d'un processus de disputation, d'échange au Parlement, etc. Mettons de côté le lobbying et le dumping législatif. Donc, premier contexte. Deuxième élément du contexte, je ne m'y connais pas en intelligence artificielle, mais j'ai un peu étudié le néolibéralisme. L'intelligence artificielle avance avec les mêmes éléments de langage. Et sans faire de parano, je dirais même avec la même propagande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative. On vous explique qu'il n'y aura pas de retour en arrière, que c'est comme ça, que c'est incontournable. Alors, quand vous venez avec des histoires, des vieilles lunes, comme les fondamentaux de la justice, l'humanisme, etc., on vous dit, il ne faut pas tourner le dos au nouveau monde. Donc, il y a tous les mêmes éléments de langage que pour l'austérité, que pour l'évaluation par les chiffres qui marquent la progression de l'intelligence artificielle. Et en réalité, nous sommes face à un système économique, politique, moral, intellectuel qui s'impose à nous en termes d'injonction managériale. 1. 2. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Quelle est son ontologie? C'est Garapon et le philosophe qui a écrit avec lui, Lassalle, qui le dit, c'est une écriture, une réécriture du réel, mais une réécriture exclusivement chiffrée, exclusivement métrée. Donc l'intelligence artificielle vous dit, prétend, figurer le réel et en quelque sorte vous le proposez comme une solution. Mais un réel métré, mais un réel amalgamé. On est donc face à un mainstream. Chaque fois qu'un algorithme vous propose une solution, vous l'avez bien montré, Jean-Pierre, et M. dans l'article que j'ai lu, la robotisation, on vous propose, oui, un amalgame, pas un nivellement, mais une modulation, et une modulation qui en réalité devient une détermination. Puisque, alors j'aime beaucoup quand vous dites, quand on veut assister à un juge, oui, en effet, c'est tentant. Hein. J'ai un dossier très, très compliqué. Je viens de rendre un jugement en matière de droit des étrangers. J'ai fait 22 pages. C'est une matière que le règlement Dublin 3, je n'en touchais pas à une. Pensez bien que si j'avais eu un algorithme qui m'aide, j'aurais apprécié. Cependant, vous devez conjuguer cette assistance au juge, au New Management public et à la politique par les chiffres et l'austérité. Sur quoi est évalué le juge? Alors, en Belgique, on a retardé l'affaire. Hein. On a retardé depuis 6 ans. C'est toujours pas appliqué parce qu'on a fait un peu de bruit. Le juge est évalué sur son output, pas sur son écoute. Quand je suis évaluée sur mon output, que je n'ai plus de collègues, parce qu'il y en a un qui est malade, parce qu'il y en a un qui est parti à la retraite et qu'on ne l'a pas remplacé, et que je dois sortir 30 dossiers par semaine, ou 20 dossiers en fonction des contentieux, l'algorithme, il va m'aider. Est-ce que vous pensez, parce qu'en Hollande, c'était le cas, quand l'algorithme donnait une solution, le juge, s'il s'en départissait, devait motiver. Pensez bien qu'à un moment, l'algorithme propose une solution, ma foi, elle est basée sur des recherches, sur des données, on a fait le point, etc. Je prends la solution. Je n'ai pas les moyens de motiver la contre. Voilà. Donc, il faut conjuguer ce phénomène, enfin cette proposition, avec le reste du contexte, l'austérité, le New Management public et le sécuritaire. Et
l'illibéralisme qui vient, je ne sais pas, pour le moment, nous parlons à l'aise, hein, nous avons voté, nous avons vu ce que c'est la démocratie à la proportionnelle. Quand il y a un tel dissensus entre le Nord et le Sud, on a régulièrement des gouvernements que quand même pas beaucoup de gens n'ont choisi tout à fait comme ils se proposent à la fin. Et donc, avec l'illibéralisme, il y a une volonté non seulement d'austérité qui pèse sur la justice et d'économie à cause de la rationalité budgétaire, mais il y a une volonté de mater les juges. Donc, quand il y a une crise telle que nous connaissons, économique, la crise du Covid, moi, j'ai plutôt tendance, au lieu de me dire où est-ce que je vais placer mon curseur par rapport au respect des fondamentaux. Hein, vous dites qu'il y a un contentieux, il faut voir le contentieux distributif, l'autre. Pensez bien que quand on est dans une société où on voit bien quelles sont les libertés qui nous sont restées pendant 8 semaines, circuler non, manifester non, etc. Vous avez vu qu'en France, un pauvre type qui avait mis un calicot en disant Macronavirus, etc., a été poursuivi. La liberté d'expression, donc il y aura un moment où ça n'aura peut-être plus autant d'importance dans le curseur. On dira il y a un arbitrage entre vie privée, liberté d'expression, vie privée, on voit ce que ça va donner, on va être tracé, on va devoir… Nos contacts, les contacts de nos GSM ou nos contacts, on nous dit qu'ils ne seront pas géolocalisés, mais enfin… Donc à un moment, on va avoir ce curseur qui en réalité sera quoi? De la pâte de fruits. De la pâte de fruits qu'on croquera en une bouchée. Donc je suis inquiète aussi bien sur le remplacement par un robot que sur l'assistance. Et je ne suis pas inquiète parce que vous dites, parce que ce que vous dites, vous avez raison en pure théorie. Mais quand je vois le climat, le contexte, la situation telle qu'elle nous est proposée, je suis terriblement, terriblement inquiète et j'en reviens à mes fondamentaux. Qu'est-ce qu'un procès? Je suis d'accord de fluidifier toutes les procédures, de les numériser, donnons-nous les moyens. Et en effet, évitons les déplacements de grâce à l'heure où la voiture, les embouteillages, les particules fines, etc. De grâce. Supprimons les déplacements intempestifs et inutiles. Et cette espèce d'aristocratie dont vous avez parlé dans l'exemple que vous donnez, vous arrivez à 15h30, et c'est un peu comme dans Astérix et Obélix, quand ils doivent aller au 7e étage, porte B, et puis redescendre, c'est une catastrophe. Et ça relève d'une conception d'un fonctionnement de la justice que je qualifie d'aristocrate à l'ancienne. Ça ne va plus du tout. Mais les fondamentaux, c'est quoi? Donc, c'est d'abord un procès, c'est 2 argumentaires. Et ce n'est pas tellement l'écoute, c'est la reconnaissance que prêche Paul Ricoeur ou Axel Honneth. La reconnaissance, c'est que chacun des justiciables qui est livré à un juge, puisqu'on ne choisit pas son juge, il a droit à être entendu dans la même proportion, avec la même bienveillance et la même compétence et la même excellence que l'autre. Et celui qui a perdu doit sortir du procès avec l'idée qu'il était un sujet, qu'il est resté jusqu'au bout, jusqu'au dispositif qui le condamne, qui le fait perdre, qui le déboute, il est resté le sujet. Parce que le juge humain, s'il est formé, s'il est excellent, et il faut exiger l'excellence des humains qui sont payés à vie, qui sont payés même pendant le coronavirus. Si cet humain-là, excellent, livre à la fin de 2 argumentaires, cette dialectique servie par l'écrit, mais qui est transcendée à l'oral, parce qu'à l'oral, l'audience, vraiment, le moment où la dialectique se fait orale, j'ai régulièrement, avec le débat interactif, un avocat qui dit « Madame, cet argument-là, finalement, je n'insisterai pas. » Parce que la confrontation a fait en sorte qu'on a bien vu que ce n'était pas la même chose qu'à l'écrit, où, bon, parfois on écrit un peu sans avoir le face-to-face et quelque part l'orgueil de tenir des choses. Le récit qui est livré à la fin par un tiers payé à vie à partir des lieux, c'est l'essence de la justice, c'est l'essence du questionnement, des rapports de force, des évidences et ce que j'ai appelé en son temps l'insubordination, l'indocilité ontologique et vertueuse des magistrats que je ne pense pas remplaçable, que je ne pense pas programmable, ni modélisable, certainement pas. Donc l'algorithme, comme je l'ai dit dans le petit en-tête que j'ai mis sur LinkedIn et Twitter, l'algorithme vous dit ce qui est, le juge vous dit ce qui doit être. Et dans nos sociétés, depuis quelque part, depuis les Lumières, ce qui doit être, doit d'abord, ce qui est reconnu comme devant être, doit d'abord être le fruit d'un process collectif de disputation, que ce soit une norme législative, que ce soit un jugement. Et l'algorithme, excusez-moi, alors sans compter les biais, la neutralité, vous avez vu cette affaire Maurice où il y a cette espèce d'algorithme qui permet de dire s'il y a un risque de récidive ou pas.
Quand je vous ai dit que derrière l'intelligence artificielle, il y a aussi un marché, hein, que c'est pas pour rien qu'il y a un certain lobby là derrière, et que les hommes politiques y vont un peu comme ça, parce que en effet, c'est excitant, comme l'a dit Jean-Pierre. Et donc, les garanties n'y sont absolument pas. Je regarde l'heure, j'ai suffisamment parlé. Ça va. Parfait, merci beaucoup, Madame Kadeli. On va passer à la troisième question maintenant. Alors, on a abordé tout premièrement les problématiques auxquelles la justice fait face. Ensuite, on a parlé des droits fondamentaux qui pouvaient être mis en danger par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le deuxième sondage a également été lancé. On va passer au troisième sondage. Donc, il reste 3 questions qu'on va vous soumettre petit à petit. Donc, le prochain sondage concerne, donc le sondage est formulé comme tel: faciliter certaines décisions du juge via l'intelligence artificielle. Ensuite, vous serez aussi également amené à vous prononcer sur l'automatisation de certaines décisions du juge via l'intelligence artificielle. Donc là, la troisième proposition concerne faciliter certaines décisions. La quatrième permet d'automatiser, petite nuance. Et puis, la dernière question de sondage sera: doit-on développer des logiciels qui permettent de prédire l'issue d'un litige? Alors, on va passer maintenant à la troisième question à nos experts. Quelles sont, à votre sens, les mesures importantes à mettre en œuvre demain en Belgique au regard de l'intelligence artificielle? Donc, concrètement, comment les mettre en œuvre? Jean-Pierre Boyle. D'abord, je voudrais dire que je suis assez d'accord avec Manuela et avec Adrienne. Je trouve que dans ce métier, on apprend à déceler une vérité à partir de contradictions, et je trouve que les deux points de vue sont non seulement respectables, mais crédibles. Et autant je suis partisan de ce que l'intelligence artificielle vienne au rendez-vous de la justice, certainement pour le management, certainement pour la gestion, parce que nous sommes tous incapables de gérer une entreprise qu'est la justice. Je ne suis pas opposé parce que demain, il y a une certaine forme de robotisation, mais à condition que les libertés fondamentales soient respectées, et aussi à condition que nous ne rentrions pas dans un système qui est le système de l'enfermement et le système du totalitarisme, ce qui implique que demain, nous ayons des robots qui soient des rebelles aussi, et que nous ayons des Antigones et que nous ayons des Prométhées qui soient aussi parmi les robots. C'est dans l'entendement quelque chose qui n'est pas facile à comprendre d'une part et à accepter encore moins. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ou demain? Je vous avoue que je ne suis pas d'un optimisme criant. On a parlé tout à l'heure du sous-financement de la justice. Le ministre de la Justice nous a dit avant la période électorale qu'il manquait 500 millions à la justice. Lorsqu'on lui a dit que son chiffre n'était pas tout à fait top, il est monté à 750 millions. Tous les partis politiques démocratiques, le CDH, le MR, le PS, Écolo, ont tous dit en campagne électorale qu'il fallait refinancer la justice. Ceux qui sont allés le plus loin, c'est le Parti socialiste, en annonçant qu'il fallait 1 milliard pour que la justice ne soit plus affamée. J'ai le sentiment que ça a été un truc, que ça a été quelque chose qu'on a dit en campagne, comme beaucoup de politiciens le disent et le redisent en campagne électorale, mais j'ai le sentiment, voire la conviction, qu'aucun de nos partis démocratiques ne va respecter ses promesses. Parce qu'aujourd'hui, il y a le Covid, parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure des choix, parce qu'aujourd'hui, on vous dit que c'est plus seulement une crise de la santé, mais c'est une crise économique et une crise financière. On nous a dit que dans les dernières années, la crise la plus grave au niveau économique, c'est l'année 2009, où on a perdu 2,5% de notre PIB. Et vous avez vu pour les chiffres de cette année, on nous annonce une moyenne pour l'Europe de moins 7,5%, et on nous dit que la Belgique devrait tourner autour de moins 7,5%. Donc c'est quand même, par rapport à 2009, c'est quand même beaucoup plus grave. Et quand un politicien raisonnable
devra choisir entre la sécurité sociale, l'assurance maladie et invalidité et la justice, vous savez où on fera des économies et vous savez où on ne va pas investir. Et lorsque demain il va être question de rembourser toutes les subventions légitimes qui ont été données pour sauver l'emploi, pour sauver des familles, et qu'il faudra rembourser, mais vous savez bien où on fera des économies, où on n'en fera pas. Et donc, je ne suis pas optimiste aujourd'hui sur l'investissement qui va être fait sur la justice. Et donc, de nouveau, cela va être reporté à plus tard. Donc, il faudra trouver des sources alternatives de financement de la justice. Je suis d'ailleurs frappé qu'une grande partie de l'informatisation de la justice, ce n'est pas l'État qui l'a financée, c'est le barreau. Si vous prenez actuellement ce qu'on appelle Rexol, Rexol, c'est ce qui existe en matière de gestion des faillites. Ça fonctionne quand même pas mal. C'est le barreau qui a tout préfinancé. Aujourd'hui, la DPA, le e-deposit, qui a été d'ailleurs en grande partie abîmé par un arrêt du Conseil d'État, mais c'est le barreau qui finance ça aujourd'hui. On offre la gratuité aujourd'hui pendant la crise, ça nous coûte 9 € par dépôt, mais aujourd'hui, c'est sur nos cotisations qu'on finance tout cela. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que vous croyez un instant que le gouvernement se dit, mais non, on va rembourser le barreau? Non, rien du tout. Et donc, on vient avec un débat qui est passionnant parce qu'il est visionnaire, mais c'est un débat malheureusement de demain sur l'intelligence artificielle. Quels que soient nos desiderata et nos souhaits, il n'y aura pas un cent qui sera investi ni dans le management avec l'intelligence artificielle, ni dans les banques de données, ni dans la gestion des banques de données. Et donc, je rejoins Manuela dans sa crainte, dans son angoisse, c'est qui va financer ça? Est-ce que c'est les assureurs? Est-ce que c'est les banquiers, les éditeurs? Là, il y a de l'argent. Mais pour qu'on investisse là-dedans, il faut le rentabiliser. Et s'il y a une rentabilité à la clé, il y a des intérêts. Et ces intérêts-là sont des intérêts particuliers. On ne joue plus dans la même cour de récréation. Ce n'est plus l'intérêt général. Et donc, tout ça me préoccupe. Tout ça me préoccupe en me disant où est-ce que la Belgique veut aller dans la défense d'un état de droit. Et quand je vois aujourd'hui l'Europe, pour prendre quand même le continent qui est le plus extraordinaire au monde, les 27 États membres, l'état de droit est inquiétant aujourd'hui. Il y a des procédures lancées contre la Pologne, contre la Roumanie, contre la Hongrie. Quand je vois ce qui s'est passé la semaine dernière dans l'État le plus riche d'Europe, l'État qui a le mieux surmonté la crise, quand je vois la décision qui a été prise par la Cour suprême d'Allemagne qui demande des comptes à la Banque centrale européenne et qui s'arroge le droit de voir si une institution européenne respecte les traités européens, je me dis, mais c'est quoi cette Cour d'un État alors que c'est une prérogative de la Cour de justice de l'Union européenne? Est-ce que vous avez vu une réaction dans le chef de nos gouvernements? Est-ce que vous avez vu le gouvernement même en affaires courantes ou le Parlement belge taper du poing sur la table en montrant du doigt l'Allemagne et en disant de quoi vous mêlez-vous? Si nous ne réagissons pas, eh bien demain, des pays qui sont peut-être moins politiquement corrects, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, vont s'arroger le droit de valider les mesures qu'elles ont prises et qui portent atteinte à la prunelle de mes yeux, c'est l'indépendance des juges, l'indépendance de la justice. Donc le débat que nous avons ici est un débat certes intéressant, mais avec la crise du Covid, se repose vachement autrement. Très bien. Par rapport à ça, ce constat sur le financement et sur les enjeux très très importants que Jean-Pierre Boyle vient de citer, j'aimerais avoir la réaction d'Adrien Van den Branden peut-être en termes
pratique sur les mesures effectivement à mettre en œuvre en Belgique. Que voyez-vous comme chose éventuellement partons même presque du principe que l'État, le gouvernement a bien compris l'importance d'investir et qu'il n'y a pas de question d'argent qui se pose ici parce que évidemment c'est le nerf de la guerre dans la question, mais que voyez-vous en pratique comme mesure à prendre dès demain si vous aviez donc la possibilité de mettre en place sans question de budget? Ouais, merci Martin pour la question. Mais c'est marrant qu'on parle de budget ici parce que même si ça coûte de l'argent de mettre en place ces mesures, il faut savoir que c'est évidemment un grand investissement qu'on met dans la justice qui va permettre à la justice d'être plus efficient, plus efficace, de traiter plus de cas avec moins dans le futur. Enfin, il faut toujours mettre cela en perspective. Quand on investit dans la technologie, c'est vraiment de ça dont on parle, un investissement dans le futur. Mais donc, très concrètement, moi, ce que je propose, et on est dans cette voie, on a commencé, mais on n'est évidemment pas encore tout à fait. C'est au niveau de la première mesure, c'est l'open data des décisions judiciaires. Donc là, j'ai eu l'occasion d'en parler. C'est vraiment la décision, enfin la mesure prioritaire à prendre. Et heureusement, qui ne coûte finalement pas tellement cher. Hein. Il s'agit simplement de bien organiser une base de données. De traiter ce texte-là, de le rendre lisible par une machine. Mais je veux dire, si on met une petite équipe d'ingénieurs, on peut le faire très rapidement. Deuxième point, c'est un chantier un peu plus important, c'est celui de la dématérialisation des procédures judiciaires. Donc, ça a déjà commencé au niveau du dépôt des conclusions, mais il faut aller plus loin. Dépôt de la plupart des actes, dématérialisation de certaines audiences, par exemple celles liées à la mise en état, ou à la contrôle, ou à la mise en place de calendrier, etc. Et puis après, seulement après, on va pouvoir décider d'automatiser certains litiges, mais ça, je pense que j'en ai parlé par après, de nouveau, toujours dans une logique d'investissement. Donc ça, ce sont les mesures dans l'ordre, et si je peux un peu juste réagir par rapport à mes deux intervenants ici. Tout d'abord, moi, je note l'argument de se dire, tiens, mais si on automatise les amendes pour excès de vitesse, qu'est-ce qui nous empêche plus tard d'automatiser d'autres litiges qui n'auraient pas lieu? Enfin, ça, je trouve ça assez trompeur comme argument. C'est l'argument de la pente glissante. Hein. Si on autorise quelque chose, inévitablement, on va aller plus loin. Moi, je pense que dans une société démocratique, on peut justement mettre le curseur là où il est. C'est le rôle du Parlement de mettre les bornes aux limites, si j'ose dire. Deuxième point, derrière ce débat-là, on donne souvent un procès d'intention qui est de dire l'automatisation de la justice, c'est finalement le dogme néolibéral qui s'impose. On veut toujours plus d'efficience, on veut toujours plus de métriques pour pouvoir améliorer, etc. Alors, voilà, moi, personnellement, mon propos ne s'inscrit dans aucune démarche idéologique derrière. Je ne porte aucun étendard derrière. Moi, je mesure juste qu'il y a un décalage entre les attentes des citoyens et la justice d'aujourd'hui, et que ce décalage, il grandit jour après jour, et que la technologie pourrait aider à le réduire. Et je pense qu'il est essentiel de le réduire. Et justement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que si on veut éviter que la justice soit privatisée, parce que les assureurs, eux, ils ne vont pas nous attendre pour développer des logiciels qui vont venir prédire la décision de justice, parce que ça va avoir un impact sur leurs primes. Mais donc, justement, cette privatisation, le meilleur moyen de l'endiguer, c'est d'investir dans le service public de la justice. Et donc, en fait, préempter cette privatisation en utilisant la technologie pour la justice. Et ça, il faut quand même que les juges prennent le leadership là-dessus, parce que j'ai l'impression que beaucoup se complaisent dans cette logique de pouvoir, mais les plateformes privées de résolution de litiges, elles ne vont pas attendre le bon vouloir de la justice pour se mettre en marge. Et les assureurs ne vont certainement pas attendre également. Donc, si on veut conserver un service public de la justice, et moi j'y tiens personnellement, eh bien, il faut commencer à se mettre au travail, mettre de la technologie, mettre de l'intelligence artificielle là où ça fait sens pour contrer cette lente privatisation. Donc, il y a vraiment un appel aux juges à un leadership de ce côté-là. C'est à eux de le prendre, parce que sinon, ils risquent d'être dépassés très, très rapidement, parce que la technologie, comme vous le savez, ça va évidemment très, très vite. Je note également le point
sur le curseur, hein, où est-ce qu'on va mettre les limites de l'intelligence artificielle. Alors, moi, chaque fois que j'entends ce débat-là, j'ai l'impression qu'on parle pas qu'on a du mal à saisir ce que c'est vraiment un algorithme. Un algorithme, c'est avant tout une opinion qui a été mise dans du code. Et cette opinion, elle est infiniment humaine. Donc, qui met le curseur? Ben, c'est celui qui désigne, qui conçoit l'algorithme. Mais qui va concevoir l'algorithme? Voilà. Ça me semblait évident, mais c'est évidemment les juges. Hein, c'est les juges qui restent aux manettes derrière la conception de l'algorithme. Donc, ce n'est pas un organisme intersidéral qui viendrait déployer un algorithme et dire voilà, pouf, c'est comme ça que ça se fait. Non, les juges, évidemment, ils restent aux manettes. Et en fait, c'est ça qui est génial dans tout ce débat-là, c'est que les juges vont pouvoir se décharger du traitement de litiges répétitifs, notamment des 80 000 jugements qui sont rendus en matière routière sur des amendes routières, des déchéances de permis de conduire, des déchéances de permis pour cause d'assurance, etc. Et on va pouvoir rediriger cette force vive vers l'amélioration continue des algorithmes pour être sûr qu'ils respectent bien les dernières lois dans un premier temps, et puis aussi tout simplement l'ère du temps et la jurisprudence. Donc en fait, les juges vont pouvoir continuer à façonner la jurisprudence, mais à l'échelle, si vous voulez. Donc au lieu de, pour chacun des cas, dire ce qui ne va pas, ou s'il faudrait changer, vont pouvoir avoir des retours des cas sur lesquels il y a eu un appel donné par le juge robot et se dire tiens, mais là j'ai reçu un appel sur ces décisions rendues par un algorithme. Attention, oui, effectivement, il y a peut-être un critère qui n'est pas suffisamment pris en compte. C'est la possibilité pour moi de prendre ce critère si je vois qu'il est répliqué dans toute une série de litiges et d'aller améliorer l'algorithme de base pour pouvoir le répliquer à l'échelle. Donc, en ce sens, il y a vraiment, moi je trouve, un côté hyper réjouissant pour les juges dans tout ce débat-là, c'est de se dire qu'ils vont pouvoir finalement utiliser toute leur intelligence et toute leur expérience au profit de la multitude et le faire de manière beaucoup plus efficace. Donc, le curseur, c'est le juge qui le met, balisé évidemment par le Parlement qui, lui, va décider sur quel litige on va pouvoir automatiser ou proposer une assistance. Et effectivement, sur le dernier point sur lequel je voulais revenir, sur la nuance très fine, et ça je la partage, qu'il y a entre le fait de proposer une solution et le fait de l'imposer, ça c'est clair. Mais donc, ça, il ne faut pas être naïf là-dedans. Moi, quand je parle d'assistance, c'est par exemple donner un état de la jurisprudence sur un point, c'est agréger toute une série d'informations tirées de la jurisprudence pour permettre au juge de prendre une décision. C'est dans ce cas-là que je vois l'assistance. Il y a encore tout un aspect créatif du juge quand on parle de ça. Et clairement, par contre, quand on parle d'automatisation, là, c'est aller prendre la décision elle-même. Et donc, je partage cette nuance, et donc il faut en tenir compte pour savoir quel type de litige on veut automatiser et quel degré d'assistance on veut donner finalement au juge. Et c'est clair que dans certains cas, l'assistance va se rapprocher très fortement de la prise de décision. Et alors peut-être un dernier point sur le fait de pouvoir, c'est vrai qu'on est à l'ère des chiffres, hein, c'est peut-être une dérive de nos sociétés. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est justement en prenant ces chiffres qu'on va pouvoir améliorer une situation, parce que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et donc, il faut pouvoir tirer des chiffres de la jurisprudence actuelle. Et je pense que justement, la première étape, qui est celle de mettre en open data toutes les décisions judiciaires, en plus de redonner un contrôle démocratique sur l'activité des juges, va pouvoir nous donner cette matière première qui va nous permettre d'enfin avoir une vision d'ensemble sur l'état actuel de la jurisprudence. Merci beaucoup, Adrien. Donc, je propose, avant de faire réagir Manuel Acadélie, vous avez beaucoup fait référence, Adrien, à la référence, fait référence au rôle du juge dans toute cette question. Mais juste avant de faire réagir Manuel Acadélie, je propose qu'on mette en ligne le quatrième sondage qui concerne l'automatisation justement des décisions du juge. Pour ceux qui n'ont pas suivi dès le début, je vous propose de vous renseigner sur l'onglet discussion ici de l'application. Vous pouvez trouver le lien vers l'application
l'application en ligne et le code de 6 chiffres à encoder pour avoir accès à ce fameux sondage. Le but ici est évidemment d'être participatif au-delà des avis des experts. Et dans cet ordre d'idées, je vois déjà qu'il y a quelques questions. Le temps avance et je voudrais aussi qu'on puisse laisser un peu de temps aux gens qui ont assisté sagement de pouvoir répondre à la question. C'est pas du tout un ordre que je donne à Manuela Cadelli. Je ne me permettrai pas, mais je vous laisse répondre avec ces consignes en tout cas. La question du financement, c'est le noyau infectieux de cette affaire-là, et parce que celui qui va financer va gouverner. C'est vieux comme le monde. Et donc, je plaide pour une souveraineté totale dans la gestion de l'IA dans les tribunaux. Et en effet, nous sommes d'accord, mais nous sommes d'accord, simplement nous ne nous plaçons pas au même plan de l'analyse. Vous êtes dans l'analyse et la proposition scientifique, et je suis dans le descriptif, et j'ai derrière moi quelques mois de militance, et donc j'ai une vision très pessimiste du réel qui nous est proposé, qui nous était proposé et qui s'amène. D'où d'ailleurs je pense, comme je l'ai dit, que la justice des années 20 sera militante ou ne sera pas, c'est-à-dire que la crise ne peut pas être l'occasion de renoncer ou de modérer nos fondamentaux, nos radicalités. La crise doit être l'occasion d'en revendiquer l'épaisseur accrue et le respect majoré. Et donc la militance étant un existentialisme, donc se référer aux fondamentaux régulièrement. Donc la question de la souveraineté, nécessairement, est une question de formation. C'est Jean Lassalle, nouveau, qui explique que l'IA, c'est cette nouvelle écriture pour laquelle 90% de ses utilisateurs sont en réalité des analphabètes. Donc en fait, nous ne maîtrisons pas la boîte noire, et donc nous sommes ne sommes pas les sujets de cet instrument-là. Et donc, je plaide, pour une formation continue, accrue, mais y compris des citoyens, un large débat pour savoir ce que nous voulons, mais pas que dans la justice, qu'est-ce que nous voulons pour nos sociétés par rapport à l'intelligence artificielle, et donc une souveraineté, mais donc ça veut dire pas au niveau belge, au niveau européen qu'on est et qu'on place. On l'a vu dans le débat sur le tracing, on a plein d'experts qui sont intervenus, je pense à Élise de Grave à Namur, magnifique, très pédagogue, si connaissant, proposant ses services. Elle n'est pas la seule. Un professeur de l'ULB, dont j'ai oublié le nom malheureusement, alors qu'il est italien, c'était phénoménal, magnifique. Et donc, voilà. Mais mettons la pression et faisons de notre part, de notre côté, le lobbying qui s'impose pour obtenir cette espèce d'hygiène démocratique par rapport à une question qui nous échappe et dont le financement doit nous interpeller, et dont les conséquences, les effets secondaires, comme dit Madame le professeur de Grave, elle parle d'effets secondaires de l'intelligence artificielle, doivent vraiment exciter, susciter, aiguiser notre plus grande vigilance. Voilà. Très bien, merci beaucoup Manuela Cadelli pour votre intervention. Maintenant, on va passer à la dernière question du sondage, pour pouvoir ensuite passer à vos questions que vous voulez poser aux experts. Donc, la dernière question, doit-on développer des logiciels qui permettent de prédire l'issue d'un litige? Elle est maintenant en ligne et on va vous donner maintenant l'occasion de poser vos questions aux experts. Alors, je vois déjà ici une première question sur le chat. En moyenne, quel est le pourcentage de temps dédicacé dans les actes de mise en état, remise, calendrier et rôle par rapport au temps dédicacé à une audience et à un jugement? Si un des intervenants sont disposés à répondre à la question. Moi, je veux bien répondre. Dans les matières que je pratique, c'est très inégal. Vous pouvez avoir, d'abord, le métier d'avocat n'est pas que le judiciaire. Le judiciaire n'est qu'une partie de ce qu'on fait, il y a tout le reste. Mais une procédure dans lesquelles nous intervenons, c'est beaucoup d'heures de travail. Je plaide demain un des dossiers Netis, par exemple. Voilà une affaire qui vous dit quelque chose. Nous allons plaider toute la journée. On commence l'audience à 8h45 demain. Nous sortirons fin d'après-midi et nous sommes 4 parties. Chacune des parties a 3 jeux de conclusion
Et pour chaque partie, à vue de nez, rien que pour rédiger les conclusions, c'est de l'ordre de 200 heures de travail par acte de procédure. Donc ça vous donne un peu l'investissement qu'une grosse affaire peut prendre par rapport à une petite. Une récupération de créances, ça va mettre peut-être 1 heure ou 2. Donc c'est très très inégal. Je viens aujourd'hui d'assister un client lors d'une audition, qu'on appelle salle d'use devant un juge d'instruction. Il n'est pas fréquent d'avoir une longue audition devant un juge d'instruction. Ça nous a mis 8 heures. La semaine dernière, j'ai fait une audition salle d'use en financier chez des enquêteurs. Ça nous a pris 14 heures, rien que l'audition. Mais il y a toute la préparation de cette audition, l'examen des dossiers, la préparation. Donc, si on veut un travail bien fait, la justice est un travail méticuleux. C'est presque de la dentelle de Bruxelles. Et je salue, mais elle va fermer ses oreilles, Manuela, je salue la qualité moyenne très élevée de nos magistrats aujourd'hui. La qualité des magistrats aujourd'hui est meilleure que quand j'ai commencé le barreau. Quand j'ai commencé le barreau, on choisissait des juges parce qu'ils avaient une carte politique. C'était les partis politiques qui faisaient nommer leurs juges. Je salue l'intervention du Conseil supérieur de la justice et avant le collège de recrutement des magistrats. La qualité des magistrats aujourd'hui est meilleure. Et je salue particulièrement et les jeunes qui se sont adaptés, quelle que soit la matière, et les femmes en particulier, puisque aujourd'hui il y a plus de femmes que d'hommes dans la magistrature. C'est un vrai plus qu'il faut relever. Voilà, merci. Je pense que la question venait de Stéphane Nicolas. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Les participants qui souhaitent poser une question, vous pouvez allumer votre micro à l'avenir et simplement mentionner sur le chat que vous avez une question. Si Stéphane, tu veux réagir ou si c'est bon. Merci à Maître Beul. Mais par rapport à un juge, je suis souvent étonné du temps qu'il prend pour faire son audience et commencer à organiser son rôle, etc., etc. Et je me demandais dans quelle mesure il se sentait aidé un petit peu ou assisté, s'il avait peut-être une audience déjà ou un rôle déjà préorganisé par un logiciel, attends, savoir, ou bien même toutes les remises, tous les défauts. Est-ce que ça aide vraiment ou pas? Est-ce que c'est une plus-value d'avoir un logiciel qui permettrait peut-être ça sans rentrer dans le débat du contradictoire qui est quelque chose d'éminemment complexe et éminemment intelligent au sens noble. C'est pas du binaire. Je crois que la machine, quelle qu'elle soit, doit pouvoir nous aider sur le management et sur la menuiserie. Il faut reconnaître que la menuiserie, ça ne fonctionne pas vraiment. Allez, je vais vous donner un exemple. Actuellement, les machines permettent, le e-deposit, de déposer non seulement les conclusions, mais les dossiers. On peut déposer des dossiers. Je vous montre. Le dossier que je vais déposer demain, c'est ça. Je peux l'envoyer par la machine. Quand vous dites ça aux juges, la plupart des juges vous disent « Ah non, il faut déposer la copie papier ». Je vais déposer papier et on va me dire « Ah mais maître, vous ne pouvez pas le déposer maintenant, il doit être décontaminé. Donc on va le laisser dans une armoire pendant un certain temps ». Quand je vois aujourd'hui tout le monde télétravaille, si je prends le monde des assurances et des banques que je connais, contractuellement, il leur est interdit de photocopier chez eux quelques documents que ce soit de la banque ou de l'entreprise. Ça veut dire que les employés, quel que soit leur âge, ont dû faire l'effort de travailler sur l'ordinateur et donc de travailler sur le numérique. Eh bien, la mentalité de la plupart des magistrats, malheureusement aujourd'hui, n'est pas celle-là. Nous voulons travailler sur le papier. C'est leur droit. Mais ça a comme conséquence quoi? Je vous donne des exemples que j'ai vécus maintenant pendant le Covid. Oui, mais il faut expliquer. Il y a quelques éléments qui ont été prononcés. Eh bien, je savais qu'ils étaient prononcés. J'essayais de savoir le contenu. Je téléphonais au greffe. Ah non, maître, je ne peux pas vous donner le contenu du jugement. Je demandais, mais lisez-moi le dispositif. Ah non, maître, vous allez le recevoir par la poste.
Le jugement est renvoyé par la poste avec ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez le jugement avec votre dossier, 3 semaines quand tout va bien ensuite, et ça dans une enveloppe brune papier, ça ne tient pas. Donc l'enveloppe, elle arrive à la poste et elle se déchire. Et vous recevez votre enveloppe déchirée, avec votre dossier déchiré, et des espèces de papiers collants tout autour, de poste, d'e-poste, de poste. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Je ne veux pas généraliser, je ne veux pas dire que c'est pour tout le monde, mais il est quand même dommage que pour un bête truc comme la transmission d'un dossier par voie numérique, ce n'est pas l'intelligence artificielle, on n'y est pas encore. Ça, Non, mais si je peux me permettre, parlons alors d'informatisation. Moi, mon ordinateur, c'est ceci, c'est un Lenovo, parce que l'ordinateur que j'ai reçu en son temps était préhistorique. Tu le verrais, tu croirais que c'est celui de ton père. Et je vois mon mari qui a 3 grands écrans et qui jongle, conclusion, jugement, jugement quand il le reçoit et qu'il l'a intégré dans son ordi. Je dois dire que si j'ai 4 parties et que j'ai les conclusions autour de l'ordi, franchement, et que c'est imprimé recto verso, très franchement, c'est loin d'être fluide. Donc la question, il faut distinguer des réflexes aristocratiques d'un autre temps qui sont vraiment handicapants pour l'image de la justice et qui politiquement ne tiennent pas. Ce que tu expliques quand on te dit on ne peut pas déposer. Alors la séquence Covid où on doit décontaminer, voilà, c'est autre chose. Mais il est vrai que je sais aussi que par manque de moyens, certains greffes n'impriment plus ce qui passe par e-déposite parce qu'il n'y a pas les gens qu'il faut classer dans tel dossier, etc. Pourquoi il faut tout imprimer? Alors, mais parce que, regardez, je ne sais pas si vous le voyez. Vous ne voyez pas mon ordinateur, je ne peux pas. Non, mais tu ne peux pas examiner un dossier. Tu ne peux pas examiner un dossier de 500 pièces sur un GSM, c'est pas vrai. Et pourquoi les banques, pourquoi les compagnies d'assurance travaillent sur les mêmes dossiers que nous, uniquement sur leur ordinateur? Parce que nous, je suis sûr qu'ils ont des ordinateurs plus performants. C'est pas possible qu'ils aient des ordinateurs comme les nôtres. C'est pas possible. Moi, je veux bien tout examiner en numérique si je suis équipé comme l'avocat que je connais. Très bien. Parfait. Donc, il faut absolument acheter un nouvel écran pour Madame Kadeli. 3 écrans. 3 écrans. Qui qu'en veut? Compagnie d'assurance. Allez. On va faire un fonds à la numérisation du barreau et de la justice. Non, mais c'est contre le bénévolat. Allez, il n'y a pas d'altruisme, il n'y a pas de crowdfunding. C'est le job de l'État de nous outiller. Et ça, on est là en défaut total. Hein. Donc, alors, ça se conjugue avec une certaine mentalité aristocratique. Je suis la première à le dire. Mais si on avait les outils et si on avait la formation pour gérer l'outil, on aurait progressé beaucoup. Et c'est un droit élémentaire qui devrait être rencontré depuis 30 ans. Parfait. Merci à tous pour vos interventions. On va passer à la deuxième question. Victoire, qui avait une question, je l'invite à allumer son micro, sinon je lirai la question qui est sur le chat. Je vais dans ce cas lire la question. Ah ben voilà, elle a allumé son micro. Oui, on vous entend. Ah, pardon. En fait, voilà, donc j'avais plusieurs questions par rapport à l'intelligence artificielle. En fait, on a parlé du problème de déshumanisation. Donc, moi, d'un côté, au début, je me disais c'est plutôt pas mal parce que ça pourrait peut-être apporter une solution temporaire aux discriminations qui peuvent survenir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un juge reste un être humain et qu'il a été prouvé que quand l'auteur, par exemple, d'une infraction est d'origine d'allochtone, il peut être plus sévèrement puni, voire parfois condamné, même quand c'est pas bien motivé. Mais après, j'avais regardé un reportage en matière grise, et il y a beaucoup d'études aux États-Unis qui prouvent malheureusement qu'en fait, dans les algorithmes, on sait reproduire ces biais raciaux. Et aux États-Unis, par exemple, quand on veut vraiment savoir si un individu pourrait récidiver, la race est considérée comme un facteur aggravant. Alors, comment garantir qu'on n'aura pas ce genre de biais en Belgique, et comment s'assurer qu'avec les algorithmes, finalement, on ne se retrouve pas dans une situation où des gens se voient refuser un crédit ou certaines choses
à cause soit de leur appartenance ethnique ou de leur code postal, et en même temps, avec les jugements, comment peut-on garantir justement, même si c'est anonymisé, que la personne ne soit pas identifiable, parce que certaines personnes ont quand même, on va dire, des caractéristiques particulières, que ce soit par la formation, etc. Et on se dira, ben, voilà, il n'y en a pas 2 ou 3 pareils. Oui. Donc, c'est vraiment des préoccupations très sérieuses, et je me demandais qu'est-ce qui peut être fait à ce sujet pour ne pas que ça crée des nouvelles discriminations, justement. Exactement. En fait, c'est une super question, Victoire. Merci de la poser. Et si je peux ajouter un peu de contexte par rapport au reportage sur Matière Grise, alors je n'ai pas vu, mais je pense que ça parle du cas Loomis aux États-Unis, où effectivement, dans certains États des États-Unis, un algorithme développé par une société privée est utilisé pour qualifier le risque de récidive de certains condamnés aux États-Unis. Et il a été prouvé par des études que cet algorithme discriminait 2 fois plus les condamnés de race noire que les condamnés de race blanche. Et donc, effectivement, comment s'assurer que les algorithmes ne colportent pas ces biais à ce niveau-là. Alors, peut-être précision, en fait, alors cet algorithme, il a énormément de failles. Hein. D'abord, il est développé par une société privée, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas sa logique. Il n'y a que la société. Protégé par le droit d'auteur. Protégé par le droit d'auteur, le secret d'affaires, etc. La Cour constitutionnelle a dit. Oui, mais au moins, donc ça ne pourrait se passer qu'aux États-Unis. Hein. En Europe, ça ne se passerait jamais comme ça, je pense. Mais en fait, cet algorithme a au moins eu un effet bénéfique. Mais c'est puisque cet algorithme s'est basé sur les données socio-démographiques des personnes, mais également sur base de l'analyse de toute une série de jugements qui ont été rendus par les cours et tribunaux aux États-Unis. En fait, cet algorithme, il a révélé en fait des biais raciaux profondément ancrés dans la justice pénale américaine. En fait, il a fait que, entre guillemets, constater que les juges blancs forcément discriminaient par rapport aux noirs. Donc, finalement, il a eu cet effet de pouvoir révéler ce racisme profondément ancré. Et donc, comment le contrer? Eh bien, ça passe évidemment par la transparence dans l'algorithme. Ça passe par le fait de faire auditer ces algorithmes contre toute une série de biais. À nouveau, il y a des organismes spécialisés là-dedans qui vont en fait pouvoir poser les bonnes questions aux concepteurs des algorithmes pour être sûr que l'algorithme, en tout cas, reflète en tout cas, préempte les mises en place de ces biais-là. Donc, il y a toute une série de techniques, dont la transparence, dont le challenge par ces organismes techniques, qui permettent de diminuer les biais contenus dans un algorithme qui, et ça c'est quand même important, qui reflètent en fait les biais que l'on a inconsciemment nous dans la population. Donc, je veux dire, au moins avec l'algorithme, on a une certaine cohérence dans les biais, alors que c'est vrai qu'au niveau du juge humain, ça dépend vraiment très fort de qui vous avez en face de vous. Mais donc, long story short, il y a des techniques c'est clairement un cas à traiter, et heureusement, il y a des techniques qui peuvent être utilisées pour limiter au maximum ces biais-là. Ouais. Bien, merci beaucoup, Maître Van den Branden. Je vais donner la parole à Vanessa Matt, qui est députée à la Chambre, et d'ailleurs que je remercie d'avoir participé à cette conférence. Je lui donne la parole, car elle devait bientôt y aller. Merci beaucoup, et parce qu'effectivement, j'ai une autre réunion qui va commencer dans quelques minutes, et donc je voulais juste d'abord remercier les intervenants pour la qualité et la finesse de leurs commentaires. Mon Dieu, que ça fait du bien, excusez-moi, mais d'entendre des discours argumentés, nuancés, qui ne sont pas dans les clichés et qui sont dans la recherche de solutions plutôt que dans, je vais dire, les slogans qui sont agités souvent dans le milieu politique. Et donc, ce débat est de grande qualité et apporte vraiment quelque chose par rapport à ce que, je vais dire, sur la manière de concevoir la justice. Alors, je voudrais faire 2-3 petits commentaires par rapport à ce que j'ai entendu et surtout retenir de ce qui a été dit, c'est que
On sait que le manque de moyens est une question tout à fait cruciale et que de là découle ou pas le fait de l'implémentation de l'intelligence artificielle. Un, il faut des moyens pour le faire, mais deux, surtout, si on n'a pas investi dans l'humain, dans les magistrats, dans toute une série de domaines, ben, on n'aura pas cette faculté d'utiliser l'intelligence artificielle de la manière dont on souhaiterait, c'est-à-dire une aide. Je retiens très fort ce qui a été dit, de dire au fond, bah, la tendance sera trop vite de dire je vais passer à l'intelligence artificielle parce qu'au fond, je n'ai pas le temps, parce qu'il y a un magistrat qui est à la retraite, parce qu'il y en a un autre qui est malade et que je dois suppléer à une série de choses. Donc, je trouve que c'est vraiment le point important qui, quelque part, non seulement pour l'implémentation, bien sûr, mais aussi dans l'utilisation de la manière dont on souhaite que cette intelligence artificielle puisse éventuellement être utilisée, c'est-à-dire comme une aide, bien sûr, et comme une accessibilité plus grande, comme le fait que les décisions soient plus rapides, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel. Et je suis très attentive aussi au fait de dire, à partir du moment où c'est l'État qui se charge lui-même de cette intelligence artificielle, il faut aussi qu'il puisse mettre les balises. Il ne s'agit pas de privatiser non plus cette technique. Ce qui me semble essentiel aussi, c'est de mettre les contextes, les règles fondamentales qui doivent gouverner à cette intelligence artificielle. Et je suis extrêmement sensible. Et le rapprochement avec le dossier tracing qu'on a pour l'instant à étudier au Parlement me semble vraiment de bonne aloi dans le dossier qui nous occupe pour l'instant. C'est cette difficulté à un moment donné d'avoir différents intérêts en présence qu'on doit protéger et de savoir comment les concilier pour non seulement le respect des libertés fondamentales, mais aussi, par exemple, dans le cas du tracing, la question de la santé publique qui nous occupe bien sûr intensément. Alors, je ne voudrais pas être aussi négative et pessimiste sur les moyens qui doivent être dévolus à la justice en question de financement, parce que je pense que nous allons devoir, même si pour certains nous faisons déjà, inverser totalement le paradigme par rapport notamment à la question de la fiscalité. C'est une question qui est cruciale. Et cette question, et nous étions plusieurs à la réclamer, cette question de justice fiscale avant, bien sûr, la crise, peut-être, et j'espère qu'avec cette crise, d'autres nous suivront sur ces questions fondamentales de justice fiscale. Il suffit, je ne vais pas être dans les clichés, mais nous le savons, la question des multinationales qui payent peu ou pas d'impôts en Europe est une question évidemment importante. Et là, il y a des ressources importantes qui devront certes servir à soutenir le secteur économique, à aider au niveau de la sécurité sociale, de la santé, mais pour nous, humanistes, c'est fondamental. Nous en avons fait une priorité de campagne électorale et je ne veux pas croire, et j'essaie tous les jours de me battre pour qu'on ne pense pas que tous les politiques lancent des choses comme ça et se disent au fond, ce sont des belles promesses qui ne seront pas tenues demain. Nous nous battons parallèlement pour que ces moyens fiscaux puissent être effectivement, qu'on puisse aller les chercher là où ils sont. Je suis à l'origine d'une taxe sur les GAFA que je ferraille au Parlement depuis 1 an. J'espère bien qu'on arrivera à quelque chose et peut-être que la crise va nous aider dans ça. Il y a d'autres possibilités, bien sûr, de fiscalité notamment, mais je pense qu'à un moment donné, ces moyens-là, ils doivent aussi être dédicacés à la justice parce que la question de la santé publique, elle ne s'apprécie pas uniquement au regard de la médecine, elle s'apprécie aussi au regard d'un contexte social dans lequel on vit, de droits qui sont respectés, de victimes qui sont respectées aussi et entendues dans leur détresse. Et en cela, vous contribuez, je parle aux 3 orateurs, mais aussi aux intervenants qui nous écoutent, vous contribuez aussi à ce que la santé soit une question au cœur de la société, parce que rendre une bonne justice, c'est aussi une question de santé publique pour moi. Quand nous voyons le nombre de personnes au niveau de la santé mentale où il va y avoir
un vrai travail colossal par rapport au confinement, par rapport aux précarités, par rapport aux fragilités, par rapport à des gens qui ont perdu leur emploi, etc., où il va y avoir toute une série, je vais dire, de frustrations, d'agressivité, et tout ça, c'est la justice aussi qui va devoir à un moment donné s'en occuper. Donc, ne focalisons pas le débat, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est de dire la santé, c'est bien sûr la médecine, les hôpitaux, les infirmiers, et c'est super important, mais il y a tout le contexte du logement, de la justice qui est rendue comme il faut, de l'État qui fonctionne au fond. Et ça, pour moi, ça semble fondamental. Donc, je ne veux pas être plus pessimiste que pessimiste. Je sais que ce sera difficile par rapport aux moyens dont les services publics de manière générale vont avoir besoin, mais celui de la justice est pour nous une question cruciale sur laquelle nous devrons investir, en ce compris, non seulement sur la numérisation, l'informatique, vous venez de parler de vos problèmes informatiques, je dois vous dire qu'au Parlement, on n'est pas beaucoup mieux livré que vous, si je peux me permettre. Quand je vois mon mari qui travaille dans une banque, je peux vous dire que j'ai l'impression d'être aussi à l'âge de la pierre, moi ici, par rapport à ce qui est mis à sa disposition. Et donc, il y a bien sûr l'informatisation, mais au-delà, l'intelligence artificielle. Et en cela, je rejoins vraiment Adrien, je vais le nommer comme ça, pour dire qu'on doit à un moment donné pondérer un certain nombre de choses et pouvoir investir aussi là-dessus. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas, et je remercie les jeunes pour ce débat très intéressant, et surtout vous les intervenants, parce que je trouve que c'était extrêmement enrichissant, et je ne le dis pas à ceux qui me connaissent en général, que je dis les choses comme je les pense, et ça n'a pas été barbant, et de dire oh là là, on est dans les lieux communs, les trucs qu'on a déjà entendus 20 fois. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci beaucoup à Vanessa Matt pour son intervention. C'est peut-être l'occasion, tant que Madame nous entend, de dire que la liberté est une valeur, la santé est un bien. Et donc, une politique de santé publique ne peut pas consister à uniquement éviter une maladie aux gens. Une politique de santé publique vise à ce que les citoyens puissent vivre librement et consciemment. Et en aucun cas, alors encore moins à effectuer une reprise, entre guillemets, pour une économie qui est un peu autiste et qui est un petit peu néolibérale. Mais donc la santé, est-ce qu'elle doit même être arbitrée par rapport aux libertés? J'observe que pendant 2 décennies au moins, on n'a arbitré aucune liberté de polluer au regard de la santé qui était grandement atteinte, la santé des citoyens, par les particules fines, par le réchauffement, par un tas de choses. Et aujourd'hui, on a arbitré toutes nos libertés sur l'autel d'un problème de santé. Je n'ai toujours pas compris, je dois vous dire, en tant que magistrat, je n'ai toujours pas compris. Mais c'est évidemment pas personnel, c'est la passion qui me rend un peu vive. Ça n'est évidemment pas, j'ai beaucoup apprécié ce que vous nous avez dit et je vous salue avec grand respect. Parfait. Si les 2 autres intervenants voudraient réagir, on va peut-être grouper toutes les questions. Je vois qu'il y en a encore 2 pour tout doucement clôturer le débat. Je vois que Maître Moulineau avait une question également. Et Chris, donc Maître Moulineau, vous pouvez allumer votre micro. Et puis les 3 intervenants répondront de manière globale en concluant à ces 2 questions. Merci. Oui, bonsoir à tout le monde. Effectivement, tout d'abord, un grand merci pour la qualité du débat et la qualité des interventions. C'est vrai que c'est vraiment intéressant, enrichissant et constructif. Effectivement, en fait, moi, je me pose quand même des questions par rapport à l'automatisation de la justice. Ça, j'y suis, à titre personnel, farouchement opposé. Je ne souhaiterais pas que le magistrat soit remplacé par un robot, parce qu'il me semble que le contexte, et on l'a déjà dit tout à l'heure et évoqué, est fondamental, et même en matière de roulage. Je suis avocat et effectivement en droit des assurances. Eh bien, je peux vous assurer que même pour un excès de vitesse, le contexte a son importance. J'ai déjà plaidé et obtenu des résultats intéressants dans le cadre d'une jurisprudence qu'on appelle Ventolin maintenant, où en fait, pour un excès de vitesse, on a plaidé la contrainte irrésistible parce que la personne qui accompagnait le conducteur dans la voiture faisait une crise d'asthme aiguë et qu'il fallait impérativement, dans les minutes qui suivent, arriver à un endroit pour pouvoir acheter le fameux Ventolin, qui est donc un médicament qui permet de vasodilater les bronches. Et donc, c'est un exemple, mais c'est un exemple quand même frappant pour dire que ça n'est pas parce qu'on roule d'office au-delà de la vitesse limite que le contexte ne doit pas être mis en exergue.
Et ce même type de problème existe évidemment aussi pour les déchéances du droit de conduire. J'entends trop souvent, mais on peut automatiser tout ça. Non, enfin, personnellement, et les avocats qui pratiquent le droit des assurances en matière de droit de la circulation en particulier vont dans le même sens que moi. On ne peut pas tout automatiser, loin de là. Par contre, là, je pense que effectivement, c'est intéressant, c'est qu'on peut, l'outil informatique de l'intelligence artificielle peut assister le juge pour finalement l'aider à juger peut-être parfois plus rapidement dans la mesure où il aura à sa disposition toute une série de jurisprudences qui seront compilées et ce gros travail fait par le juge qui prend du temps et pourrait effectivement être raccourci. Alors voilà, moi je pense qu'il faut vraiment séquencer les choses et se dire que oui, pour la digitalisation de certains actes, je dirais de nature assez banale, par exemple effectivement des remises, on ne doit pas forcément être présent physiquement, c'est un petit peu absurde, on le voit bien ici dans la période du Covid, on doit parfois se faire substituer ou aller nous-mêmes physiquement à une audience pour pouvoir finalement régler un problème de procédure. Ça n'a pas de sens. Effectivement, je pense que des audiences comme celle-là, elles peuvent être dématérialisées. Par contre, il faut laisser effectivement la possibilité au juge, ça me paraît vraiment pour un état de droit fondamental, n'oublions pas que c'est un des trois pouvoirs chers à Montesquieu, il faut lui laisser la possibilité de pouvoir juger sur base d'un contexte pour que cette décision soit juste, vraiment juste et humaine en fait. Et donc, il faut aussi faire attention, à mon sens, à une autre chose importante, c'est au fait de séquencer les intelligences artificielles. On se dirige tout doucement vers un système c'est ce qu'on appelle l'IAG, en fait, donc une intelligence artificielle globale. C'est ce que cherchent actuellement à maîtriser les grandes puissances. La Chine a évidemment pris une avance considérable dans ce domaine, et on voit bien qu'en Chine, on a encore vu ici récemment des exemples, des villes entières, des populations entières qui sont fichées, qui sont surveillées, qui sont finalement placées pour certaines d'entre elles dans des camps de réhabilitation, qui sont en fait des camps de lavage de cerveau. Enfin, je veux dire, ça va déjà très loin en Chine, et donc il faut quand même être attentif à ça, parce que si on met de l'intelligence artificielle dans un des trois pouvoirs chers à Montesquieu, il ne faudrait pas que cette intelligence artificielle globale qui est développée actuellement, c'est pas de la science-fiction, c'est en cours par les superpuissances, et bien que cette intelligence artificielle globale qui pourrait avoir une certaine autonomie, ne devienne finalement capable de rentrer dans un pouvoir judiciaire d'une nation quelle qu'elle soit. Donc je pense qu'il faut vraiment là mettre une barrière, une limite, où on peut se dire l'intelligence artificielle peut aider la justice, peut l'aider à aller parfois plus vite, à être plus efficace, mais certainement pas à remplacer les magistrats qui, pour moi, sont indispensables dans un système démocratique. Alors, je vais juste merci pour l'intervention. Malheureusement, je vais devoir vous quitter ici dans une minute, donc je vais juste répondre à la question. Je suis tout à fait d'accord avec le dernier point. Il faut mettre une barrière. Une barrière aux litiges qui peuvent être automatisés et ceux donc il est plus efficient de les confier à un juge robot. Et donc, cette barrière, c'est le Parlement qui doit pouvoir la mettre. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on est aligné. Et alors, sur le caractère, le fait qu'il faut toujours qu'un humain puisse juger au niveau du contexte, en fait, l'algorithme peut tout à fait prendre ce contexte en compte. Et de nouveau, on parle ici de généralité. L'idée, c'est de voir si… malheureusement, je vais devoir… switcher ici, mais c'est de voir dans son ensemble, en fait, quelles sont, sur les 80 000 décisions rendues par le tribunal de police, lesquelles, en fait, peuvent, s'il est plus efficient dans leur ensemble, de les confier à un juge robot. Et c'est clair qu'il y aura toujours des cas particuliers pour lesquels l'algorithme n'aura pas repris le contexte, mais là, il y a ce garde-fou du recours spécial auprès du juge humain qui peut du coup prendre cet élément en contexte et qui aurait pu juger sur l'arrêt Ventolin de dire voilà, effectivement, ça c'était un critère qui n'était pas pris en compte dans l'algorithme et je donne raison à cet avocat pour ce cas-là. Mais vous voyez que sur les 99% autres cas, je pense qu'on peut venir automatiser ces jugements-là. Je suis désolé, je dois malheureusement vous quitter ici. J'étais ravi en tout cas de discuter avec vous et je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Au revoir. Merci. Au revoir, Adrien. Merci beaucoup, Maître Au revoir, Jean-Pierre. Van Den, pour votre intervention dans ce débat. Alors, Bonjour voilà. Coralie aussi. d'accord, parfait. Mais sur les dangers, peut-être mot de la fin et sur les dangers, la question de Maître Moulineau, parce que Chris avait un amendement et non une question, donc c'était la dernière question. Sur les dangers et un petit mot de la fin, peut-être Maître Beul et Emmanuel Acadélie. Je voudrais peut-être dire deux choses. Une réaction sur ce que nous dit Madame le député Matz sur les conflits de valeurs justice-santé et justice et fiscalité. C'est un vrai débat de société, mais ce débat, on ne l'a jamais. Parce que lorsqu'il y a conflit de valeurs, on résout ce conflit par le principe de proportionnalité. Quelle est aujourd'hui la valeur supérieure l'une à l'autre? Si on prend le débat fiscalité-justice, jusqu'où ne va-t-on pas trop loin? La Belgique, comme beaucoup d'autres États, a considéré que la fiscalité est une compétence souveraine, sous réserve de quelques fiscalités comme la TVA qu'on a déléguée à l'Europe. Mais sinon, c'est une compétence fédérale, régionale, communautaire ou communale. Il n'y a pas une compétence internationale sous réserve du rôle de l'OCDE dans le débat de la fiscalité des GAFA. Mais est-ce qu'on ne va pas trop loin lorsque on édicte des directives, des règlements et des lois, ou par exemple, je pense à la loi DAC 6, qu'on appelle DAC 6, qui oblige des justiciables et qui oblige des intermédiaires comme les avocats à déclarer aux autorités des mécanismes, non pas qui sont frauduleux, mais qui sont des mécanismes de recherche du choix de la voie la moins imposée, c'est-à-dire des voies parfaitement légales, qui sont autorisées par des lois votées par le Parlement. Eh bien, on est obligé de les déclarer aux autorités. Or, s'il s'agit d'un intermédiaire, il est sujet au secret professionnel. Et donc là, subitement, on a un autre conflit de valeurs qui apparaît, qui est la justice fiscale d'un côté, mais la protection de la vie privée d'un autre, le secret professionnel, le procès équitable. Comment est-ce qu'on règle ce conflit de valeurs? Est-ce que le secret professionnel et le procès équitable n'est pas une valeur supérieure à la justice fiscale? C'est une interrogation. Sur le deuxième débat, sur l'automatisation de la justice, j'entends ce que vous dites, Maître Moulineau, mais est-ce que vous pensez qu'il est raisonnablement impensable que nous ayons des robots juges pour des choses comme un jugement qui acte une remise, un jugement qui renvoie une affaire au rôle? Voilà deux jugements. Est-ce que c'est vraiment impensable que ce soit un robot qui juge cela? Je mets le curseur un peu plus loin. Est-ce qu'un jugement qui acte un calendrier d'accord entre les parties, est-ce qu'un robot ne peut pas faire ça? Je vais un peu plus loin. Lorsqu'on connaît la jurisprudence d'une chambre sur une clause pénale à 15 ou 20%, on sait que c'est refusé systématiquement et qu'on la balance à 10%. Est-ce que c'est impensable qu'un robot juge cela avec certaines garanties? C'est des questions qu'on doit se poser, qu'on doit délibérer dans un débat démocratique. Et puis, quelles sont les conséquences si je descends la gradation, si on dit l'intelligence artificielle ne doit pas aller jusqu'au juge robot, mais je reste dans l'outil, c'est-à-dire ce qui va aider l'acteur de justice dans sa consultation, dans sa prise de décision. Il faut être conscient que ça a des conséquences, parce que si je prends la profession d'avocat, aujourd'hui, le travail qu'on dédicace aux jeunes stagiaires, aux juniors, ben c'est un travail surtout de recherche, c'est un travail que demain la machine risque de faire. Ça a comme conséquence quoi? Qu'une grande partie du travail dédicacé aux jeunes ne sera plus là. Et qu'aujourd'hui, l'organisation de nos cabinets qui sont organisés sous forme pyramidale, avec une base de nombreux collaborateurs stagiaires, juniors, seniors, et puis les associés juniors et seniors. Si le travail de recherche qui est dédicacé aux jeunes n'est plus là,
qu'est-ce qu'on va donner aux jeunes? Ou autrement formulé, est-ce que l'organisation de nos cabinets demain ne va pas être faite d'une autre manière? Moins de jeunes à l'engagement, moins d'emplois pour ceux qui sortent de l'université, et une organisation fuséale des cabinets où on a non seulement des juristes, mais aussi plus d'informaticiens, plus de personnel non juristes qui font du marketing, qui font du chiffre, qui font de la gestion des appels d'offres, qui est un ingénieur, qui va coder, qui va comprendre l'algorithme. Demain, l'incidence, l'influence de l'intelligence artificielle sur nos entreprises, sur nos cabinets d'avocats, va avoir un impact. Et sur les juges aussi. Plus ou moins de référendaires, de collaborateurs, et probablement moins de juges, probablement que le ministre de la Justice de demain va être ravi. Parfait, merci beaucoup Maître Boyle pour votre intervention. Manuela Cadelli, un petit mot pour la fin, conclusion. Oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que si le PIB augmente avec l'augmentation du recours à l'intelligence artificielle, encore que tout le monde n'est pas d'accord, Daniel Cohen observe au contraire, mais peu importe, mettons, on observe en tout cas, et ça n'est pas contesté, que la part du travail dans le PIB diminue au fur et à mesure que l'intelligence artificielle progresse, et c'est évident. Donc en fait, quand je vous disais que l'intelligence artificielle, c'est un marché pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a les données qui sont comme le nouvel Eldorado, donc après avoir exploité la Terre et tout ce qui est matériel et physique, le capitalisme s'intéresse à ce qui est immatériel. Ça, c'est l'Eldorado. Et deux, l'autre ressource de ce marché, c'est qu'on va diminuer le coût du travail puisqu'on va le remplacer par des machines, tout en nous disant que tout ça sera dans le cloud et que c'est immatériel, alors qu'on sait que la gestion, l'industrie, l'économie de l'IA est une économie extrêmement extractive, hein, tout en étant dans le cloud. L'autre chose, ça n'a rien à voir. La justice fiscale, parce que quand on parle des moyens de la justice, on doit nécessairement s'intéresser à la fiscalité. C'est des milliards d'euros qui sont dans les paradis fiscaux. Et quand on dit que les lois fiscales sont le produit d'un Parlement qui a voté les lois de manière démocratique, non. On sait tous la part actuelle du lobbying législatif et du dumping législatif dans cette matière-là, comme en matière d'écologie, comme en matière de protection sociale. Donc, il y a autant de lobbyistes à Bruxelles que de fonctionnaires européens. Et donc, il y a une vraie… Alors, quand Monsieur le Président Bâtonnier Boyle parle du secret professionnel des avocats qui donnent des conseils en droit fiscal ou qui ont des clients qui recourent à la voie la moins imposée ou à de la fraude fiscale, ça existe. Je prétends que dans ce cas-là, ils ne sont pas avocats. Ils sont avocats quand ils défendent un citoyen face à l'État, devant une juridiction ou dans le cadre d'un arbitrage ou que c'est. Mais quand on fait du conseil fiscal, on ne peut pas se revendiquer d'un secret professionnel qui aurait le même poids dans la balance. Non, mais je dis ce que moi j'en pense. J'ai étudié la question du pantouflage néolibéral. Tu as quantité d'avocats qui font le job de lobbyiste et puis après qui se revendiquent alors qu'ils ont exercer une activité totalement parallèle à l'activité du Parlement, totalement parallèle, totalement opaque, et puis qui se revendique d'un secret professionnel. Je suis désolée, c'est pas le même type d'avocat, je trouve pour ma part, mais je conçois qu'on ne soit vraiment pas d'accord et je ne veux pas en faire un truc. Je concevrais qu'on distingue un degré dans la protection du secret de l'avocat tel qu'il est entendu dans nos histoires, dans le monde de oui-oui, et de l'avocat, celui-là, qui, comme dans certains cabinets, font véritablement un travail de lobbyiste, y compris en matière fiscale, y compris au service de secteurs tout à fait privés, de clients privés. Il y a des cabinets d'avocats qui revendiquent sur leur page d'accueil d'être lobbyistes pour leurs clients, donc d'obtenir des normes législatives. Dans ce cas-là, je considère que le secret professionnel ne peut pas être le même parce qu'il n'y a pas la confiance, enfin voilà, on m'a compris, mais c'est vrai que tu ne sois vraiment pas d'accord. Je sais que non, juste sur cette question sur le secret professionnel. J'ai fini, je termine mon troisième point, c'est que la question de où on met le curseur pour qu'on ait une robotisation de la justice, donc on remplace le juge dans tel et tel type de contentieux, on a eu cette discussion avec les sanctions administratives. Donc on a confié une série de contentieux répressifs
à des fonctionnaires. Et je suis régulièrement saisie de recours contre ces sanctions. C'est la même chose qu'en matière de régulation. Et je suis saisie aussi de recours contre des infractions qui sont liées aux douanes et accises. Et ça a l'évidence de la justice robotisable par excellence. Et je vous assure que personnellement, je trouve que j'y ai chaque fois ma place et qu'il y a chaque fois la place pour un questionnement et qu'il y a chaque fois la place pour un avocat. Parce que la personne qui est en réalité souvent une personne démunie, la personne qui a mis du gasoil de chauffage dans son réservoir, c'est souvent quelqu'un qui est pas muni comme nous, et y compris pour les sanctions administratives, les décharges illégales, etc. Ce sont des gens qui ont besoin d'un avocat dans ce cas-là. J'ai terminé et je vous remercie. En effet, j'ai trouvé ça, indépendamment de mon intervention, j'ai trouvé ça très riche.